Lundi 22 juillet 2024, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre justement de son programme quotidien Espace Mini. Pendant 2 heures de temps, on ne le dira jamais assez, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous serons toujours très contents de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Nos 3 arrêts resteront encore intacts dans le cadre justement de cette production. La très étincelante Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera un arrêt également ce jour pour la dénonciation du jour. Malgré le fait que notre consultant planétaire ne soit toujours pas remis, nous aurons notre dénonciation de ce matin. Et si vous en avez convenance, 2 arrêts nous interpellent ce jour. D'abord, du côté des États-Unis, c'est un grand coup, entre guillemets, de théâtre. Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, a tout simplement jeté le tablier. Il renonce à aller pour une deuxième fois pour être candidat à la présidence des États-Unis. Donald Trump a donc signé son forfait. C'était hier. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si ce retrait de Joe Biden pour ce qui est de la présidence aux États-Unis parlerait par exemple au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au Cameroun, ou alors les États-Unis, ce sont les États-Unis et le Cameroun restera le Cameroun. Ce matin encore, nous ne nous éloignons pas de cette actualité. Nous marquerons encore un arrêt pour tirer les leçons. Je voudrais parler des leçons de cet échec catastrophique au baccalauréat 2024 en République du Cameroun. Quel est le regard que vous jetez sur ce pourcentage de 37%? C'est le pourcentage le plus bas de ces dernières 25 années pour ce qui est du baccalauréat au Cameroun. Baccalauréat au Cameroun, échec catastrophique. À qui la faute? Au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Bernard Ona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes co-discutants déjà sur ce plateau. Bonjour à votre nombreux public qui nous regarde à travers le monde. Merci une fois de plus de me faire l'honneur d'être sur ce prestigieux plateau d'Espace Minier. Je voudrais dire un bonjour particulier à un jeune compatriote qui m'a abordé hier dans une buvette là où je fais le 2 euros au Carrefour Nsam. Il est venu vers moi, m'a demandé si c'était moi Bernard Ona. Je lui ai dit oui, effectivement, c'est moi Bernard Ona. Quand il m'a posé la question, j'ai compris qu'il voulait me faire remarquer qu'il est un fidèle téléspectateur d'Espace Minier. Le garçon s'appelle Manga Marcel. Il nous regarde depuis la ville de Mbalmayo, dans l'Oignon Esso. On dit donc bonjour à Marcel Manga, à partir du Nyon Esso. J'ai traversé l'Oignon Esso ce week-end. J'ai traversé Mbalmayo. Je suis allé du côté de Metet où un petit frère est allé doter son épouse, et avec également le mariage civil dont nous allons profiter pour saluer tout le staff communal du côté de Metet, y compris le maire qui a célébré le mariage avant-hier à Metet. Bien des choses également à ce petit frère. Il s'agit de Toussaint Djou. C'est un valeureux Yanda de Koulanganga. Donc, bien des choses à Toussaint Djou. C'était la première mi-temps, samedi dernier à Metet. La deuxième mi-temps et l'étape la plus importante, ce sera ce samedi à partir de Yaoundé pour le mariage religieux. Nous adressons également nos félicitations à tous les Mvogamougou parce que son épouse est Mvogamougou. Donc, du côté de Metet, félicitations à son épouse et bien des choses aux jeunes couples. Oui, pour rester dans l'Oignon Esso, j'en profite aussi pour dire un bonjour tout particulier, tout fraternel à mon petit frère qui me suit très loin derrière, qui est commissaire spécial dans la ville de Ngomazap. Il s'appelle Sama Janvier Eric Bruno, comme nous sommes dans l'Oignon Esso. Donc, tout à fait. J'en profite pour lui dire bonjour également. Et là-bas, on nous regarde également aussi tous les jours. Bien des choses donc à tous les ressortissants de Ngom-Diap. Et parlant des ressortissants de Ngom-Diap, nous allons saluer le président du Conseil constitutionnel du Cameroun, Clément Atangana, qui est un digne fils de Ngom-Diap. Oui. On salue son petit frère, Daniel Ndo,
oncle Ochama, qui est également dit fils de Ngom Diap. Saluons également le ministre Grégoire Owona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Madame le maire, pourquoi pas? Dit fils de Ngom Diap. Madame le maire, pourquoi pas, papa? Vous riez quand je parle de Madame le maire? Vous savez pourquoi j'ai ri? Bon, saluons aussi Madame le maire, Bleu Régine Tsungi, qui est une valeureuse fille de Ngom Diap. Nous allons saluer encore qui Essomba, saluons Monsieur Essomba du match génie, et qui est également fils de Ngom Diap. Tu oublies ton ami personnel qui est au port autonome de Douala. Il s'appelle Bon Bertrand Onondi, le valeureux enfant d'un Kouabe, et qui est également dit fils de Ngom Diap. Il faut dire que Ngom Diap a des valeureuses personnes. Ils sont nombreux là-bas. Merci Bernard Owona d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes journaliste, directeur de publication de La Vitrine. Vous êtes également un homme politique du côté du RDPC, le parti que dirige le président Paul Biya depuis 1985. En face de vous, on accueille le professeur Claude Noubissier. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Parfait ici. Bonjour à tous les co-discutants et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Le plaisir est toujours mien quand je sais que je vais participer à votre émission. Professeur Claude Désiré Noubissier est enseignant d'université. Il enseigne à l'université de Yaoundé 1. Il est psychosociologue. Comment vous portez ce matin, professeur? Je me porte très bien, beaucoup très bien, surtout que nous sommes à la fin de l'année universitaire. Parce que, il faut le dire, le 31 de ce mois, nous allons prendre nos congés. Et c'est toujours bien de savoir que dans quelques jours, on sera plus que libre. Et on aura le champ sémantique pour se reposer et penser à autre chose que l'école, que la science. Et penser à prendre soin de soi. Vous allez faire un tour à Kribi, à Limbé? C'est vrai que mon épouse est de Kribi. En fait, elle a passé presque tout son séjour là-bas. On est en train d'y penser. Elle est de Bolova déjà. Ah, elle est Bolova de Eves Sao, mais elle a beaucoup grandi à Kribi. C'est-à-dire qu'elle est boulot. Voilà, elle est boulot. Voilà. Elle est boulot. Bon, elle a beaucoup grandi à Kribi. Elle a passé toute sa vie à Kribi. Comment elle s'appelle ton épouse? Elle s'appelle Abomo Clarisse. Clarisse Abomo. Clarisse Abomo. C'est le miel de ton cœur. Hein. C'est effectivement. Tu l'aimes beaucoup. Très bien, beaucoup mieux. Et elle te le rend bien. Elle me le rend bien. Déjà que je me porte bien grâce à elle également. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Être l'épouse d'un enseignant d'université, c'est une forte responsabilité. Hein. Il faut être suffisamment indiqué sur le plan moral et sur le plan mental. Parce que il faut accepter les caprices qui nous sont imposés par notre activité. C'est-à-dire parfois on a le temps que dans la nuit, il faut travailler, il faut réveiller, il faut faire du bruit, et ainsi de suite, c'est pas facile. Alors que dans la nuit, il y a aussi un autre travail qui vous attend. Parfois on n'a pas assez de temps pour le travail. C'est pourquoi ils ont l'épouse d'un enseignant d'université, c'est pas facile déjà. Il faut qu'elle soit très compréhensive. Très compréhensive, voilà. En face du professeur Claude Désiré Noubissier, nous accueillons une grande dame du mouvement franquiste. Bonjour madame. Bonjour monsieur Parfait ici. Bonjour à tous mes co-panélistes. Bonjour aux téléspectateurs de la chaîne Vision Info TV. Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. Et ce n'est même pas un péché. Non, du tout, c'est le Cameroun. Ce sont des frères. Et je voudrais aussi dire bonjour à tous mes camarades franquistes, particulièrement à madame Stéphanie Stéphanie, qui est la coordonnatrice du mouvement des franquistes à l'Est, qui a un travail énorme, une brave dame dynamique, qui est aux côtés des jeunes, de la jeunesse, des démunis, qui fait un grand travail. Vous êtes trésorière du mouvement franquiste. Oui, je suis trésorière nationale. Cela signifie que vous êtes Madame Argent. Je suis Madame la Camerounaise, la nationaliste, la patriote. Mais c'est la trésorerie qui me préoccupe beaucoup. Bon, l'argent étant le nerf de la guerre. L'argent n'est pas plus important que l'être humain. C'est un débat qu'on lance. Hein. Je sais. Et il y en a, même pour 1 million, il va te dire, je me sers à quoi? Si vous voulez, prenez-le, amenez-le même en Afghanistan. Donnez-moi le million. C'est parce que sur le coup, il n'a pas encore compris que l'être humain dépasse tout. Pour être plus sérieux, c'est vrai, hein, l'être humain est au-dessus de tout. Tant que nous n'allons pas comprendre cela, nous serons en arrière. Chez nous, les Bantous, on dit que
l'homme qui est la richesse. Moriana Kuma. Oh oui, ouais, c'est ça. Ah, tu as dit oh oui. Tout à fait. On est au village là. Ben, c'est ça, c'est d'abord ça notre identité. Il faut là que tu étais un grand village. Hein. Nous sommes d'abord des Bantous et puis c'est ça notre culture. Ce qu'on utilise, ce n'est qu'une langue d'emprunt, ce n'est pas notre langue. Merci d'être là ce matin, toutes de rouge vêtues. Vous êtes étincelantes au niveau de l'écran. De toutes les façons, le panel est bel et bien en place. Nous marquons une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce matin. Bonjour à tes panélistes. Très élégants, monsieur, ici. Ah bon? Ah oui, vraiment, j'adore. Tu adores? Ah oui, j'adore. Juste l'habillement? Oui, juste l'habillement. Vous établissez un distinguo entre l'habillement et l'homme? Oui, j'établis un petit distinguo. C'est l'habillement que vous aimez, oui, non c'est l'homme? l'habillement. Vous détestez l'homme? Non, pas du tout, rien à voir, non. Mais aucun sentiment? Ça passe comme de l'eau sur les plumes du canard. Vous êtes très élégant ce matin, c'est ce que je retiens. Vous à la maison, c'est sûr que vous voyez aussi l'élégance de parfait. La très étincelante, la petite Claudia nous a retrouvés comme tous les matins. Elle va faire ce pourquoi elle est payée. Elle est payée pour vous donner l'information et surtout l'information parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Eh bien, bienvenue en kiosque ce 22 juillet 2024. Nous démarrons avec la campagne cacaoyère 2023-2024 et c'est une bonne nouvelle pour les producteurs. Dans sa parution du jour, un faux matin très généreux nous fait savoir que les producteurs vont empocher 1500 milliards de francs CFA. Un faux matin hors série, le quotidien vous propose de lire les activités des médias et les hommages du groupe de Guaden Post à Chantal Biya, le focus sur les activités humanitaires de la première dame du Cameroun au cours de ces 30 dernières années à découvrir en page 3. Dans la suite des informations à lire en kiosque ce lundi, l'arrêté préfectoral du préfet du Fundi fait toujours écho. Le quotidien Réalité Plus revient à la charge et nous dit que pour la paix et l'unité du Cameroun, le préfet a bien parlé, que les docteurs et professeurs agrégés pyromanes laissent les Camerounais en paix avec leurs fausses interprétations. À l'affiche du journal Le Témoin ce matin, une image, le préfet Emmanuel Mariel Digdang, des ordres urbains, Yaoundé ne sera pas la cour du roi Péto. Voici les informations de la capitale. Ce lundi, sécurité des villes du Cameroun, le préfet Emmanuel Mariel Digdang fait de Yaoundé la ville la plus sécurisée. Entre-temps, loin des applaudissements, les condamnations suite à l'arrêté préfectoral se poursuivent. Et c'est le journal Au Jour qui porte la voix des leaders politiques et de la société civile. Face à l'attente des libertés publiques, le barreau s'oppose aussi au préfet du Fundi. Autre information à la une des journaux, ce premier jour de la semaine, l'énergie électrique vers l'optimisation de Nachtigal. C'est l'objectif de la visite du ministre de l'eau et de l'énergie du 17 au 19 juillet 2024 dans les régions du centre et du littoral. C'est l'information qui barre dans la une du journal La Météo ce lundi. Afrique Performance est aussi au parfum de cette visite. Parlant du transport de l'électricité, le journal nous fait savoir que les sites prioritaires sont visités et évalués par le MINE. Ils sont heureux et très émus. Ce matin, les populations de l'Anvilla célèbrent un grand événement. L'un des fils de la dite contrée est nommé au poste de directeur de l'ANSET de Douala, le professeur Giacoma Essienne Salomé. Ils disent merci au président Paul Biya pour cette nomination de la page 7
8. Entre-temps, Défi Actuel s'intéresse à la gouvernance SNH, le sort d'Adolphe Mukodi, scellé ce mercredi. Vous trouverez la réponse à cette interrogation en page 3. D'après le journal La Nouvelle, le masque de la rébellion est tombé dans la Société nationale des hydrocarbures. La nouvelle expression est en kiosque ce matin et parle du pouvoir en ordre dispersé à Itoudi. Vous pouvez lire cette information détaillée en page 3. Et puis, ça chauffe aux États-Unis et l'info à chaud nous fait parvenir ce matin que malgré le retrait de la candidature de Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle, le Cameroun, c'est le Cameroun. Imbroglio judiciaire, le Messager nous plonge dans l'affaire Bestingver contre MTN et Chococam en page 4. En éducation, plus de 62% de candidats recalés au baccalauréat de la session 2024. C'est un échec massif selon le quotidien Mutation et le bac chavire. À l'affiche également ce lundi, Cameroun Tribune, industrialisation, une nouvelle cimenterie à Kribi. Et puis, marché du travail, le chômage des personnes vivant avec un handicap persiste. Thierry Ekouti analyse la situation dans l'économie quotidienne en page 4. Et je clôture dans l'actualité sportive en kiosque ce lundi. Affaire Feka Volé, le Zénith nous révèle ce matin que ça craque. Affaire Feka Volé. Ça craque. C'est vrai que ça va dans tous les sens. Hein. Ah oui, effectivement. Du côté de la Feka Volé, Claudia. Avec les grossesses, et etc. Voilà. Il y a les réseaux sociaux qui sont en feu, en faisant comprendre également que du côté de la Feka Volé, il n'y a pas que le volet qui a droit de citer. Il y a également un autre style de volet. C'est quand même bizarre, hein, parfait. Très, très bizarre. On a parlé de 5 jeunes filles enceintes et on accuse certains de leurs responsables, de leurs encadreurs. Maintenant, il faut aussi relever que la Feka Volé a apporté un démenti. Oui, la Feka Volé a apporté un démenti. On parle même bientôt des poursuites judiciaires pour ceux qui ont eu à donner ce genre d'informations. Vous mettrez les guillemets à information. Tout à fait. Il risquerait d'être poursuivi. Maintenant, Bernard Ouna, je ne sais pas pourquoi il va m'interrompre, il me rappelle qu'il y a 2 Feka Volé. Il faudra savoir de quel Feka Volé il s'agit. J'ai envie de dire, parfait, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Il y a pas de fumée. Ah bon? Oui, il y a attention, on peut vous poursuivre. Non. Quand vous commencez là qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ils vont revenir. Claudia, oui, moi je te vends encore la revue La Presse. Je serai toujours là. Dans tous les cas, vous êtes là pour me défendre, non? Voilà. Donc, mais quand ça devient très chaud, moi je peux fuir. Hein. Ah bon? D'accord, dorénavant, bouche cousue, je n'ai pas de retour, c'est bon. De toutes les façons, nous allons, pour être un peu plus sérieux, nous allons mener une enquête minutieuse pour savoir ce qui s'est exactement passé du côté de la Feka Volé avec cette affaire de grossesse en un point fini et on accuse les encadreurs, on parle même des mineurs et ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai ou alors c'est simplement du sabotage? Nous viendrons également le redire sur ces mêmes antennes. Claudia, oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente semaine, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, Bernard Ouna, Joe Biden se retire de la course à la présidence. Il l'a fait savoir hier de la manière la plus claire. Il ne sera pas candidat. Il a retiré sa candidature et du coup, c'est la dame qui se positionne. Il s'agit de Harris Kamala qui se positionne. Avant d'analyser un tout petit peu ce qui peut se passer, moi j'ai une autre préoccupation. Bernard Ouna, Joe Biden qui se retire de cette présidentielle américaine, est-ce que ces gestes parlent au RDPC, au Cameroun? Naturellement, c'est bien comme il y a une franquiste à côté de moi. Elle répondra juste après moi sur cette question. Je pense que ce qui se passe aux États-Unis devrait parler à tout le monde entier. Quand c'est les États-Unis qui nous l'enseignent, qui nous le montrent, on devrait être prudent, on devrait être regardant pour bien analyser le geste de Joe Biden. Joe Biden, faut d'abord reconnaître que son geste arrive trop tard.
depuis qu'il trébuche, depuis qu'il tombe, depuis qu'il s'écroule, depuis qu'il confond les gens, depuis qu'il n'arrive même plus à se souvenir de certains détails dans ses discours et autres. Vous avez vu le président Biden qui demandait à M. Zelensky, en parlant de M. Poutine, je vous passe la parole. Il voulait donner la parole à M. Zelensky, le président ukrainien, et il dit à Mondo Vision, la semaine passée, M. Poutine, je vous passe la parole. Après, il se dit, ok. Incroyable. Il revient et dit, Monsieur le président ukrainien Zelensky, je vous passe la parole. Sorry. Donc, c'est une image. Ça devient comme de la comédie, là. Non, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse. Donc, c'est par moment des symptômes. Oui. Ou bien des indices que quelqu'un est vieux. Quand quelqu'un atteint un certain âge. Mais vous avez beaucoup de vieux au Cameroun aussi. Hein. D'ailleurs, il n'y a que les vieux qui nous gouvernent. Ah bon? Donc, nous, on est un pays chanceux. Parce que notre président, lui, ne confond pas encore les gens. Il est encore en place et il travaille avec des gens à qui il fait confiance, mais qui ne nous arrangent pas et qui mettent le Cameroun en danger et en difficulté. Donc, pour revenir aux États-Unis, je pense que Joe Biden a royalement balisé le chemin qui va conduire Donald Trump à la Maison-Blanche pour un deuxième mandat. Parce que s'il avait été stratège et compréhensif, il aurait fait depuis au moins un an que Mme Kamala allait prendre des dispositions pour se déployer. Les États-Unis, on prend au moins 2 ans pour battre campagne. Et Trump est sur le terrain depuis près de 2 ans. Et là, vraiment, ajouté à cela, la balle qui a effleuré son oreille dernièrement, je le trouve déjà gagnant totalement. C'est vrai que parlant de cette fameuse balle, oui. Il y a aussi une grosse polémique entre ceux qui parlent de vraies attaques et d'autres qui parlent d'une affaire bien arrangée, justement pour les besoins de campagne. Est-ce qu'on joue avec une balle? Quand la balle vient comme ça, là, si ça ratait l'oreille, ça allait prendre où? Ça allait prendre le front? Non, c'est pas des amusements. On a abattu le monsieur en question. Je pense qu'il y a eu quand même défaillance des services de sécurité, puisque faut préciser aux téléspectateurs qu'aux États-Unis... Le fait qu'on ait abattu également le monsieur en question relance la polémique, parce que on dit effectivement que ce sont des experts, qui sont au niveau justement de la police, à ce niveau-là, aux États-Unis. On aurait pu mettre ce monsieur hors d'état de nuit en tirant à un autre endroit, peut-être les pieds, pour le neutraliser, mais maintenant, pourquoi avoir choisi simplement la face de celui qui a voulu tuer Trump? D'autres estiment, je vous relance la parole, d'autres estiment qu'on a voulu tout faire pour que ce monsieur ne parle pas. Ce monsieur... Et qu'il se taise à jamais. D'abord, il faut préciser pour des raisons de sécurité que quand vous êtes déjà candidat officiellement déclaré aux États-Unis, démocrate ou républicain, vous avez droit au même protocole sécuritaire que le président en fonction. Donc tous les services de renseignement, le FBI, la CIA, et il y a notre service spécialisé qui garde les présidents. Tous ces services-là sont à votre disposition. Donc quand vous avez un meeting, comme Trump avait un meeting dernièrement, le fameux meeting, il y a des gens qui travaillent des jours à l'avance. Le périmètre où le meeting a lieu est fermé, nettoyé, sécurisé des jours à l'avance. Et donc tous ces services travaillent là. Il n'était donc pas... Il y a des gens qui ont témoigné à la télé. Raison de plus pour encore renforcer ceux qui pensent que ça peut être un jour. Oui, j'insiste qu'il y a des gens qui ont témoigné à la télé qu'ils montraient le monsieur qui tirait aux forces de et personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. C'est quand il a tiré que les gens ont réagi. C'est que les gars qui étaient placés dans les positions d'attaque, ils ont... Donc moi je pense que non, ce n'était pas des amusements. Il faut avouer que Joe Biden, Donald Trump a échappé à un assassinat. Ça, c'est clair et net. Alors, pour nous résumer, ma première question, Joe Biden ne parle pas au RDPC. Non, Joe Biden devrait parler au RDPC. J'allais chuter par là. Joe Biden devrait parler au RDPC et à l'ordre gouvernant de Yaoundé. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Cameroun doit réfléchir. Le RDPC, puisque moi, je fais partie du RDPC, malheureusement, on ne nous donne pas souvent l'occasion de proposer. On devrait réfléchir sur quelle personnalité allons-nous présenter en 2025 comme candidat à l'élection présidentielle. Et pour arriver à cette élection présidentielle, le RDPC, de par ses statuts, doit obligatoirement, impérativement passer par un congrès extraordinaire. C'est le congrès extraordinaire qui va
entériner, investir le candidat qui devra porter les couleurs de notre parti. S'il n'y a pas le congrès, vous connaissez qui sera candidat? Non, il faut absolument un congrès. Il y aura un congrès extraordinaire. Le dernier congrès, ça date. La dernière réunion du bureau politique, ça date également. Ça, c'était en 2011-2016. Bon, maintenant, il faudra un congrès extraordinaire qui va investir un candidat. La dernière fois, lorsque le président Paul Biya a été candidat, il y avait eu un congrès. Non, c'est pour ça que je parle du bureau politique. Le dernier congrès. Voilà pourquoi je vous ai dit que qu'il y ait congrès ou pas. Si le président Paul Biya, lui, va être candidat, lui sera candidat. Non, ça ne se passe pas comme ça, papa. Ici. Voilà pourquoi j'ai posé la question. En 2018, oui, est-ce qu'il y avait eu un congrès? Il y a eu une réunion du bureau politique. C'est ça un congrès? Non, le bureau politique est la deuxième instance du parti après le congrès. Donc le bureau politique a le pouvoir du congrès. Donc le bureau politique prend l'initiative, dans sa majorité, prend l'initiative de présenter donc un candidat qui est issu des rangs du RDPC. Donc, il y a le congrès, il y a le bureau politique, il y a le comité central, il y a les organisations spécialisées des hommes et des femmes, des jeunes et des femmes, et puis il y a les autres entités au niveau de la base, la cellule, le comité de base, la sous-section et la section. Merci Bernard Owona pour toutes ces explications. On passe la parole au professeur Claude Noubissi. Alors, professeur, c'est un coup de tonnerre, entre guillemets, même si, comme l'a relevé Bernard tout à l'heure, on voyait déjà des signes d'essoufflement du président Joe Biden. Mais bon, dans d'autres pays, surtout africains, on a vu des présidents gérer, même sur des chaises roulantes, même sur des lits d'hôpitaux. On a vu des présidents gérer, mais Joe Biden a dit qu'il abandonne. Est-ce qu'il ne faut pas saluer ce geste de courage, ce geste de démocratie, probablement ce geste de grandeur? Merci bien, M. Parfa. Ici, je pense que le paysage politique américain vient de gagner en termes d'élégance et en termes de sagacité sur le plan de la démocratie. Parce que le geste que le président Joe Biden a posé hier, c'est un geste qui devrait interpeller tout le monde et qui devait comprendre d'abord quel est même le profit de ceux qui font la démocratie, qui font la politique et ceux qui croient exprimer, s'exercer dans le domaine de la démocratie. Et ce que Joe Biden a fait, parce qu'il faut quand même lui dire, pourquoi ça devient très fort? Parce que Joe Biden a dit la semaine passée qu'il même en 2028, il devait tout gagner. Même s'il s'est présenté, il devait tout gagner. Joe Biden l'a dit. Il a dit qu'il devait gagner et que même en 2024, il doit gagner. Comme pour dire qu'il y a eu ce que vous appelez un coup de tonnerre, qui n'est que naturel, qui n'est que scientifique. Il a compris avec les signaux que mon prédécesseur a énumérés, il avait compris lui-même et son parti a compris qu'il ne tenait plus. Il n'avait plus de réserves suffisantes sur le plan mental. Et là, c'est l'image des États-Unis. Et là, c'est l'image des États-Unis qui avait été compromise. Les gens se posaient des questions et vous allez vous rendre compte que même dans son propre parti, les gens n'étaient plus d'accord avec lui. Les gens lui le conseillaient en lui disant il faut qu'il se retire. Et il a voulu forcer et la réalité l'a rattrapé. Parce qu'il faut également le dire, c'est vrai qu'il a posé l'acte, mais je pense que l'acte qu'il pose, c'est un acte bien réfléchi, parce que sur le plan biophysiologique, tout le monde constatait ses égarements et ses pertes de mémoire. Et ça faisait le chaud gras des journaux, et ça faisait réfléchir. Bon, les États-Unis viennent de donner une très grosse leçon de démocratie. Et je voudrais également profiter de votre plateau pour saluer ce geste courageux. Et comme je dis, ce geste élégant. Qui a été posé par Joe Biden. Il y a un autre geste qui avait été posé par un pays qu'on aime également bien au Cameroun, par le président Macron, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est également, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est beaucoup plus un challenge de soi, un challenge personnel. C'est beaucoup plus ce qu'on appelle dans l'échelle de Maslow, le processus de la réalisation de soi et de l'actualisation de soi. C'est-à-dire, ne fait pas la politique qui veut, mais qui a les moyens et qui est un peu qui a les moyens et qui veut rêver, qui veut s'auto-challenger. Ce n'est pas d'abord le challenge de l'autre, c'est d'abord son propre challenge à soi. Et c'est ce que Macron a fait et c'est ce que Joe Biden est en train de faire. Maintenant, pour revenir dans la substance de votre question, est-ce que ce geste plein d'ambition et d'élégance et de sagacité, est-ce que ça peut interpeller les États africains? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ça devrait interpeller les États africains qui comprennent que, vous savez que sur le plan Vous mental... avez quelques États africains en tête? Vous savez que sur le plan mental, l'Afrique nous fait savoir qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'avait pas été suffisamment préparée pour entrer dans la démocratie. Nous sommes encore restés dans l'esprit de la chefferie. C'est donc pourquoi il faut comprendre d'abord la structure mentale de ceux qui dirigent l'Afrique ou des dirigeants africains pour comprendre qu'ils sont restés sous le prisme de la chefferie qui voudrait que c'est après la mort du chef qu'on doit penser à un successeur, où le chef pense à son successeur, il garde, et c'est quand il décède que le successeur est connu. Bon, c'est sur le plan beaucoup plus mental, et c'est sur le plan de la symbolique, de la tradition, de la gestion du pouvoir en Afrique qu'il va falloir comprendre les présidents africains actuels. Et maintenant, s'il faut revenir dans le cas du Cameroun, sur le plan numérique, le président Biden a 81 ans, et notre président a 10 ans de plus que lui. Alors, est-ce qu'il est, comme l'a dit M. Onana, Onana tout à l'heure, qu'il a trop de chance pour ne pas vivre les mêmes répercussions du poids de l'âge que Joe Biden a vécu. Bon, c'est donc pourquoi l'interpellation ou encore le fait de dire est-ce qu'il parle, il devrait en principe parler. Il devrait en principe dire à ceux qui gouvernent l'Afrique que nous sommes arrivés à un moment donné où sortez du mental qu'il va falloir que c'est votre mort qui indique votre successeur. Le temps est venu de vous préparer et même de vous retirer si votre organisme, si votre fonctionnement biophysiologique ne répond plus. Bon, c'est l'interpellation et c'est le signal fort que moi je vois actuellement. Mais est-ce qu'il sera reçu? Là, c'est là où je vais chuter. Est-ce qu'il sera reçu quand on connaît que on est dans deux paysages démocratiques différents? Le paysage américain est différent du paysage camerounais. Au Cameroun, on a d'autres clichés et d'autres styles de fonctionnement. Le fonctionnement camerounais actuel, c'est que on ne pense même pas à la succession de celui qui est là actuellement. Ça veut donc dire qu'on est resté dans la mentalisation de la chefferie. Vous savez, à la chefferie, justement, on ne parle pas de succession quand le chef est encore vivant. Très bien, c'est donc pourquoi cette mentalité-là est restée constante. Et c'est pourquoi il ne faudra même pas qu'on en parle. En tant qu'Africain. De toutes les façons, pour parler du président camerounais, le président Paul Biya, il a répondant à une question de journaliste, il a dit que le moment venu, on saura s'il est à nouveau candidat ou alors s'il va au village. Oui, donc nous ne perdons rien à temps. C'était une réponse un peu attentatoire parce que quand vous savez un peu la dimension de l'humour du président Paul Biya, quand vous essayez de l'écouter, il aime parfois challenger par l'humour. Mais également, c'était également, sur le plan de l'interprétation, c'était une très très mauvaise déclaration. Pourquoi? Parce que quand il dit qu'il va attendre 2, 3 ou 4 ans pour prendre la décision d'aller au village ou de continuer, ça veut donc dire quoi? Il fait peut-être jaillir dans l'esprit des gens que ce ne sont pas les élections qui décident de ce qu'il va continuer ou pas. C'est un peu ça l'ambiguïté dans la déclaration. Ça, c'est votre interprétation, professeur. Oui, sur le plan, sur le schéma de la compréhension, on peut se dire que lui, puisque tout dépendra de lui à la fin, ça ne dépendra plus du peuple. C'est ce que ça peut faire jaillir dans le contraire. Attendez, avant de faire allusion au peuple, ça dépend d'abord de celui qui veut être candidat. Est-ce qu'il accepte d'être candidat ou pas? Mais maintenant, le peuple vient en deuxième position. Qui doit le presbyciter? Qui doit l'élire? Bon, pour dire que le plus c'est d'abord une décision personnelle. Lui, sa décision personnelle aurait été plus sage. Le peuple peut vous plébisciter, mais vous dites que vous n'êtes pas candidat. Il aurait plus simplement dit ceci: j'attends en 2023, je me présente et le peuple décide, puisque la décision devrait revenir au peuple. En face du professeur Claude Désiré Noubissier, nous passons donc également la parole à Christine Ngabo-Collor du mouvement franquiste. Christine, lorsque vous avez suivi ce retrait de Joe Biden pour la course à la présidentielle américaine, ça vous a fait plaisir? Vous avez commencé à réfléchir? Vous avez vu certains chefs d'État africains qui auraient fait comme Biden? Ou alors, les États-Unis, c'est pas l'Afrique. Les États-Unis, c'est pas le Cameroun. Bon, moi, je dirais pas ça. J'ai pas pris ça comme ça. Bon, mais ce qui est sûr, la vérité, c'est que Joe Biden s'est senti obligé. Parce qu'on l'a obligé, il ne voulait pas. Il n'a pas voulu jusqu'à la fin. Est-ce qu'on l'a attaché? On ne l'a pas attaché, mais il l'a senti. Il avait une pression. Si Joe Biden disait que je ne quitte pas, on devait lui faire quoi? Bon, et il savait aussi que ses chances de gagner étaient vraiment réduites parce que les démocrates ne le soutenaient plus vraiment.
D'autres peuvent même accepter aller comme ça, hein. Même si c'est qui va mourir, il me dit je pars. Il y a les va-t-en-guerre. Oui, il dit je pars, mais déjà tu sais... Nous avons certains présidents africains qui ont été vomis par leur peuple, mais qui sont allés Parce qu'ils jusqu'au savaient bout. qu'ils allaient gagner. Et ils ont souvent gagné. Et ils ont souvent gagné. Honnêtement. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans ce jeu-là. Je ne vais pas Lequel? dire si c'était honnêtement ou malhonnêtement, parce que je n'y étais pas. Donc, je ne peux pas répondre à cette Vous question. ne vivez pas en Afrique? Je vis en Afrique, mais je ne faisais pas partie de ceux qui ont travaillé dans le Lorsque vous regardez certains chefs d'État africains, n'avez-vous pas l'impression à un moment donné qu'ils sont en train de perdre leurs automatismes, ils sont en train de perdre leur manière de voir les choses, ils sont en train de perdre ce que le psychosociologue appelait tout à l'heure sur le plan biophysiologique. biophysiologique. Un certain nombre de choses est en train d'aller à volo. Vous ne connaissez pas ce genre de chefs d'État africains? Vous savez, hein, Oui. moi je dis, dans la vie, chacun prend ses responsabilités. Ouais. Si vous n'êtes pas assez conscient de l'importance de la tâche que vous acceptez prendre, de la fonction que vous voulez prendre, que vous acceptez, c'est à vous de prendre la responsabilité. Est-ce que je suis apte à gérer, à mener à bien la mission pour laquelle mon peuple... Bon, moi, je reste dans le contexte où c'est le peuple qui a choisi. Parce que je ne suis pas dans le processus, donc je ne juge pas la... Pour Joe Biden, est-ce que c'est le peuple qui a demandé qu'il ne se présente plus? Il est d'abord membre d'un parti. Il est d'abord démocrate. Est-ce que de manière officielle, les démocrates lui ont demandé de déposer le tablier? C'est la cuisine interne. Il y a eu plein de... Pourquoi je pose toute cette question? Je pose toutes ces questions pour vous faire comprendre qu'il y a une forte volonté de l'individu qui compte. Oui, il y a une forte volonté de l'individu, je ne refuse pas. Mais il faut savoir aussi que l'individu vit dans un contexte, il ne gouverne pas seul. Si déjà autour de vous, votre entourage vous appelle à faire quelque chose, et que consciemment vous savez que vous avez peu de chances de gagner. Et Joe Biden lui-même, il doit aussi avoir des casseroles. Et il sait qu'il serait préférable pour lui qu'un camarade démocrate gagne les élections que d'aller droit au mur. Merci, Christine Ngabokolo, pour votre intervention. Maintenant, la suite, c'est simplement au niveau des urnes. Bernard, c'est vrai que vous voulez reprendre la parole. Vous allez dire ce que vous vouliez dire, mais je vous pose quand même une question. Comme vous voulez reprendre la parole, est-ce que nous partons progressivement vers une affaire où on aura pour une toute première fois une femme diriger les États-Unis, puisque Joe Biden qui se retire, Harris Kamala se positionne? Ce sera difficile pour cette démocrate de gagner Donald Trump. Ce sera difficile parce que je l'ai déjà dit, elle n'a pas eu suffisamment de temps matériel pour s'organiser, pour travailler, pour se déployer sur le terrain. Et donc le boulevard est offert à Donald Trump. Donald Trump a toutes les chances de gagner, de remporter cette élection haut la main. Je pense que le parti démocrate n'a pas été prévoyant, n'a pas anticipé pour voir, pour amener, parce que les questions que vous posiez tantôt à madame laissent transparaître que le parti en interne a fait pression sur Joe Biden pour qu'il lâche prise, et malheureusement ça s'est passé plutôt tardivement. Si ça avait été fait depuis janvier par exemple, je pense que je devais répondre à votre question autrement en pensant que quelque chose est possible. Oui, quelque chose allait être possible. Et puis, c'est une femme, c'est la première fois. En fait, l'autre dame qui a échoué dernièrement, Hillary Clinton, oui, elle était bien, elle pouvait malheureusement. Bon, celle-ci, je pense que si elle s'organise bien, elle a 4 mois pour battre Donald Trump. Je pense que ça sera difficile. L'élection, c'est en novembre. En novembre, oui. Alors, ce que moi je voulais dire quand je demandais encore la parole tantôt, c'est que je voulais profiter de la présence de la franquiste sur votre plateau, et j'ai remarqué régulièrement que vous invitez beaucoup de franquistes sur ce plateau, régulièrement. Qu'est-ce qu'on voulait insinuer? Non, je voulais dire que... J'invite tout le monde, J'insiste que régulièrement, il y a les franquistes que je vois sur ces plateaux d'espace miné. Je voulais donc profiter de la présence de cette franquiste pour lui demander, je ne lui pose pas de questions, pour me poser un certain nombre de questions. Votre mouvement-là, est-ce que vous avez déjà entendu avec le père de celui qui est votre
votre idole ou votre président, ou je ne sais pas, votre candidat à l'élection présidentielle, comment ça va se passer? Bernard Oona, les questions, c'est moi qui les pose. Hein. Je sais. C'est pas une co-présentation. Non, pas une co-présentation, papa. Je voulais vraiment profiter de la présence de cette Comme vous l'avez à côté de moi. Moi, je suis du RDPC. Mon président s'appelle Paul Biya. Il peut être probablement notre candidat en 2025, même si ce n'est pas le vœu de beaucoup de camarades dans le parti. Mais votre candidat là, qui est le père de Franck Biya, votre candidat qui est le fils de Biya, comment ça se passe là-bas? Est-ce que ils se sont entendus ou ils vont s'entendre? Je peux répondre? Allez-y, madame. D'accord. Nous sommes un mouvement politique et le président de notre mouvement politique, c'est Mohamed Rahim. Ce n'est pas Franck Biya. Nous sommes une jeunesse qui pensons à l'avenir. Et nous, Franck Biya est un modèle pour nous, de par son comportement et autres. Je pense qu'on va parler d'éducation aussi. Tout à fait, voilà. Tout à l'heure. Donc, c'est un exemple de ce côté en tant que fils de président. Donc, nous le plébiscitons. Il n'est pas notre candidat. Vous êtes un parti politique? Nous sommes un mouvement politique. Légalisé? Monsieur Oona, nous sommes un mouvement politique. D'accord. Bon, donc, je pense que je vous ai répondu. Le moment venu, nous, on propose... Ah, les questions, les réponses toujours politiques. Hein. Le moment venu. Le moment venu, vous saurez. Oui, le moment venu, vous verrez. Le moment venu, je verrai. Monsieur Parfait, ici, pour l'instant, le président de la République, monsieur Paul Biya, est en fonction. Le mandat court encore. Il y a même Franck Biya qui avait dit du côté de la France qu'il ne faut pas brouiller le message. Voilà. Et nous ne brouillons aucun message. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une autre forte actualité au Cameroun, hein, Bernard Oona. Il s'agit désormais de ce qu'on va aussi appeler l'affaire SNH. Le conseil d'administration avait été convoqué par son PCA, le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République, Ferdinand Ngongo. C'était la semaine dernière. Le conseil d'administration ne s'est pas tenu de manière officielle. On n'a pas donné les raisons, mais au niveau de nos enquêtes, nous avons eu des raisons. Le même conseil d'administration a été reporté pour ce mercredi 24 juillet. Ce ne sera plus du côté de la SNH, mais il se déroulera du côté du palais présidentiel, dans une salle du palais présidentiel. Alors, est-ce que vous comprenez quelque chose en cette délocalisation de la tenue du conseil d'administration? Depuis que la SNH existe habituellement, ce genre de réunions se tiennent au sein de l'administration concernée. Pourquoi le premier conseil devait avoir lieu à la SNH? Il n'a pas eu lieu. Le deuxième conseil qui est programmé, il aura finalement lieu mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, au palais présidentiel. Y a-t-il pas un commentaire à poser? C'est très grave ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qui est grave? Prenez le journal Nouvelle Expression de ce matin. Vous allez, leur titre à la une, leur titre qui barre la une est tout à fait édifiant. À ce propos, c'est très grave parce que parfois ici, dans un pays bien organisé, bien structuré, vous pouvez me dire dans quel pays au monde on vous dit qu'il y aura conseil d'administration et des individus disent qu'il n'y a pas conseil d'administration? C'est ce qui s'est passé? Mais ça veut dire que le pays est en danger. Ah bon? Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, le pouvoir en ordre dispersé. Vous voyez la nouvelle expression là, c'est un titre merveilleux. Nous sommes en ordre dispersé là. Vous voyez une société, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire la SNH ou n'importe quelle société, doit tenir un conseil d'administration. D'abord, la première règle pour qu'un conseil d'administration se tienne, c'est que il faut la majorité des membres du conseil. Est-ce que les membres en question, est-ce que le quorum a été atteint? Je ne pense pas. Qui a souhaité qu'il y ait conseil? Également, il y a aussi une procédure pour qu'il y ait un conseil. Qui convoque le conseil? Donc, quand vous avez les réponses à ces questions, est-ce que quand on veut convoquer un conseil de la SNH, c'est la même chose comme si on convoquait un conseil de la Kamwata? Non, c'est pas ça. La SNH est une société assez compliquée, assez opaque, qui est dirigée pratiquement par le président de la République lui-même. C'est une société stratégique pour l'économie du pays. Il y a des chiffres qu'on donne officiellement et d'autres qu'on ne nous donne pas. Bon, là, c'est vous qui le dites, hein? Non, je dis que la SNH a des chiffres qu'on donne officiellement et les autres chiffres qui relèvent du secret d'État. Donc, le conseil d'administration de la SNH est l'illustration parfaite que quelque chose ne marche plus bien au Cameroun.
parfait ici, il est inadmissible, impensable que une société un conseil d'administration d'une société doit siéger, doit se tenir et qu'il ne se tient pas parce que, dit-on, le principal patron de la structure a refusé d'ouvrir les portes. C'est-à-dire que... Mais pourquoi il refuserait, ce conditionnel, d'ouvrir les portes? Si lui, il est en contact direct avec le président de la République, lui tient son pouvoir du président de la République, 33 ans déjà qu'Adolphe... Est-ce que ce n'est pas un autre bras de fer? 33 ans qu'Adolphe, 31 ans, bon. 31 ans. Qu'il règne en maître absolu sur le pétrole camerounais. Mais il n'est pas le seul qui a déjà fait plus de 30 ans au même poste. Hein? C'est différent là-bas. C'est pas une fixation. Là-bas, c'est des milliers de milliards par an. Là-bas, c'est très sérieux. Hein? Donc, 31 ans que M. Adolphe Moudiki est là-bas, qu'il règne en petit roi. Et voilà pourquoi on doit le débarquer? Non, je n'ai pas demandé qu'on le débarque. Mais bon, le but de ce conseil, c'est quoi? Bon, peut-être que le président du conseil d'administration, qui est le RGPR, estime que... déjà, il faut avouer, hein, parce que pour donner une bonne information à vos téléspectateurs, il faut reconnaître que M. Adolphe Moudiki, depuis près d'une décennie, ne gère plus pratiquement la SNH. Comment ça? Oui, parce que la SNH est dirigée par sa femme Nathalie. Non, il faut faire attention aux informations des réseaux sociaux. Non, c'est pas le... Moi, nous parlons des choses... ici, moi, je ne suis pas... Des choses vérifiables. Nous savons que le DG de la SNH s'appelle Adolphe Moudiki. Mais maintenant, je le sais également, comment vous pouvez dire à la télévision que c'est sa femme qui gère? Il passe plus de temps à l'hôpital en Europe qu'ici au Cameroun. Est-ce qu'il est le seul qui passe plus de temps à l'hôpital en Europe? Pour vous dire que pendant qu'il est à l'hôpital en Europe, des mois et des mois, qui gère souvent alors? Il y a un directeur adjoint. C'est vous qui dites. Bon, maintenant reprenez donc le journal La Nouvelle de Dieu de Jacques Blaise Mvier. Vous voyez qu'on a écrit là, le masque est tombé. C'est-à-dire que la personne qui bloque les choses au niveau de la SNH, si le gars peut nous remettre cette une là, vous allez voir, La Nouvelle de Dieu de Jacques Blaise Mvier. Voilà. SNH. Le masque, lorsqu'on dit que le masque de la rébellion est tombé et on met la photo d'une dame, ça veut dire quoi? C'est l'épouse du DG. Mais l'épouse du DG occupe quel poste là-bas? Demandez, moi j'ai les mêmes informations aussi que ce journal. Lesquelles? Qui sont sûres. Comment vous savez qu'elles sont vérifiables? Non, mais non. Monsieur n'écrit pas n'importe quoi, c'est un vieux de la vie. Je ne l'ai jamais dit. Voilà. Donc, pour me résumer, moi je voudrais vous dire parfois ici, ce qu'il faut retenir qui est intéressant, c'est que ce qui se passe à la SNH interpelle tous les Camerounais. Merci Bernard Owona. De toutes les façons, nous osons croire que ce n'est pas un nouveau front et qui est également en train de s'ouvrir du côté de la SNH. On a connu le bras de fer qui ne s'est même pas encore achevé entre le MINSEP et la FECAFOOT. Maintenant, nous parlons déjà d'un autre bras de fer au niveau du DG, la DG de la SNH et maintenant son président du conseil d'administration qui est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Nous suivons avec grande attention cette actualité et comme d'habitude, nous reviendrons encore sur ce même plateau pour vous donner l'information, mais alors la vraie information. À tout de suite pour la suite. 10h, 11h52, pendant 2 heures de temps, tous les jours, de lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. Pierre Blériot n'est pas toujours là, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il est toujours légèrement souffrant. Nous lui souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement. Il nous retrouvera en très bonne forme. La dénonciation de ce matin nous amène à parler d'un phénomène de société
société au Cameroun et probablement dans d'autres pays africains. Une jeune dame est venue me rencontrer il y a quelques jours. Elle a environ 26 ans. Pourquoi elle vient me rencontrer? Elle se plaint de ce que elle est pratiquement à son 3e fiancé. Malheureusement sans succès. J'ai voulu savoir pourquoi. Je lui ai demandé si elle était bloquée, s'il fallait qu'elle fasse quelques bains spirituels. Elle m'a dit non, ça n'a rien à voir. Elle dit ah d'accord, ça me rassure. Et il y a donc quoi, madame? Elle me dit que elle a amené un premier monsieur et qui était sorti de l'ENS, dont il était enseignant de lycée, et elle a présenté le monsieur à sa famille. Malheureusement, sa mère s'est opposée. J'ai dit, mais ta mère s'oppose pourquoi? Elle me dit que sa mère pense que un enseignant, ça n'a pas de l'argent. Et que vraiment, elle est une belle femme, une belle fille, elle mérite mieux. Elle s'est séparée du monsieur, elle a amené un autre monsieur, qui est ce qu'on appelle au Cameroun un débrouillard. La maman pose toujours la même question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? La femme a dit que donc, tout ce qu'il voit est fait, mais il se bat. Nous arrivons quand même à vivre. La maman lui a dit, je pense que le message n'est pas passé. Je veux quelque chose de mieux à la dimension de la très belle fille que tu es. La jeune dame s'est encore séparée de ce monsieur. Lorsqu'elle a ramené un 3e bonhomme, lui, les jeunes qui sont entrés dans l'armée, les militaires, la maman lui a encore dit, je pense que ça ne donne pas. Si au moins il était sorti de l'EMIA, donc officier, on pouvait encore comprendre. Monsieur, il est sorti militaire, il va commencer à être soldat, après il sera caporal chef. Ma fille, tu ne vois pas que le chemin là est long pour qu'il arrive. Elle est donc venue me poser le problème. Elle me dit, elle ne sait plus quoi faire. Elle pense qu'elle doit déjà se mettre en couple parce qu'elle est à 26 ans. Elle va faire son premier enfant. Je lui ai demandé, qu'est-ce que toi-même tu fais? Elle me dit qu'elle est étudiante. Je lui ai dit, d'accord. Donc, ce matin, nous posons cette dénonciation sur la table pour parler de ces mamans qui exigent de leur fille à amener des personnalités pour épouser ou bien des gens qui ont beaucoup d'argent. Comment cela peut se passer dans un état sérieux? Est-ce qu'il y a des répercussions face à ce genre de situation? Ça tombe bien comme nous avons justement un psychopédagogue sur un psychosociologue sur le plateau, professeur Noubissier. Professeur, nous avons l'impression que ça devient progressivement un phénomène de société au Cameroun. Certaines familles qui exigent de leurs filles à amener comme prochain époux des gens fortunés ou alors des gens qui occupent des positions sociales enviables. C'est une problématique qui est extrêmement complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que dans un contexte où la pauvreté est en train d'évoluer, dans un contexte où le bling-bling est en train de s'imposer, dans un contexte où le bien-être a pris une autre trajectoire et ne peut être comblé que par une fortune assez importante, et dans un contexte où c'est pas tout le monde qui a ces capacités d'avoir cette fortune importante. La problématique donc du choix de l'époux, ou du choix du conjoint, ou du choix marital devient une problématique suffisamment compliquée. Pourquoi est-ce qu'elle est compliquée? Vous allez vous poser la problématique de l'ingérence familiale dans les choix conjugaux des filles. Et ça peut être également les choix des garçons. De plus en plus, nos familles ne laissent plus les filles libres. Et il y a une forme de rivalité masquée entre les familles, au sein des familles. La fille de telle a épousé telle, ma fille forcément d'épouser un qui est mieux que le monsieur que la fille de telle a épousé. C'est ça qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de filles ne savent plus à quel sein se vouer. Elles sont presque prises entre le marteau et l'enclume. Elles ne savent plus quelle est la trajectoire. Qu'est-ce qui fait le choix conjugal? Est-ce que la mère va accepter
il y a des musiciens ivoiriens, parce que la problématique que vous posez n'est pas seulement celle de l'Afrique, vous l'avez dit d'entrée de jeu, elle n'est pas seulement celle du Cameroun, elle est celle de l'Afrique. Et elle n'est pas seulement celle de l'Afrique. Moi, je regarde avec attention une émission qui se passe aux États-Unis, Parental Control. C'est-à-dire que les parents également s'imposent dans les choix conjugaux. Alors, pourquoi est-ce que ça prend de l'ampleur? Ça prend de l'ampleur tout simplement parce que les inégalités sur le plan social ont fait que nos parents prennent les filles comme malheureusement un fonds de commerce pour atteindre un certain but, une certaine aisance, on pense que c'est la femme, la fille qui doit nous sortir de la pauvreté. La preuve, c'est que quand quelqu'un a fait des garçons, il dit qu'il ira enrichir d'autres familles. Alors, lorsqu'il a fait des filles, il va falloir que la fille également enrichisse sa propre famille. Voilà le débat aujourd'hui sur le plan de la structure mentale. On ne comprend pas que le choix conjugal. Le choix conjugal relève de ce que j'appelle, dans un livre que je suis en train de m'amuser à écrire, d'un certain nombre de complémentarités. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un peu comme quand vous définissez le mariage, c'est un peu comme sur le plan vestimentaire, est-ce que les couleurs vont ensemble? Est-ce que lorsqu'on a mis ensemble ces couleurs, est-ce que la structure finale donne quelque chose qui est bien observé, ce qu'on appelle en psychologie la gestalt. C'est-à-dire que est-ce que les éléments mis ensemble constituent une forme suffisamment imposante? Bon, le mariage, c'est beaucoup plus dans le statut, dans l'orientation de la complémentarité sur le plan affectif, sur le plan même corporel, sur le plan social et même sur le plan intellectuel. Mais on ne voit plus ça. Aujourd'hui, dans une société purement capitaliste que la nôtre est en train de devenir, ce n'est que le bling-bling, ce n'est que l'argent. C'est donc pourquoi cette fille-là, si j'ai à lui parler, je vais lui dire. Elle nous écoute, hein? Comme elle nous écoute, je vais lui dire ceci. Elle va d'abord essayer de parler à sa mère. Il va falloir qu'elle ait un vrai débat avec sa mère pour que sa mère comprenne que elle n'est pas son fonds de commerce. Si sa mère a échoué dans sa vie, il ne faudra pas que radicalement elle impose un succès à travers sa fille. Et également aussi, c'est que l'avenir, comme nous chantions quand nous étions petits, pendant la cour de récréation, les filles chantaient « L'homme ne connaît pas l'avenir, dis donc ». C'est parce que vous avez le même chant. L'avenir est difficile, dis donc. Parce que pour dire quoi, c'est que l'enseignant de lycée qu'aujourd'hui on a régné, on ne sait pas ce qu'il deviendra purement demain. On l'a chassé tel un le débrouillard qu'on a chassé tel un malpropre, ou encore le monsieur de l'armée qu'on a chassé tel comme bon. Pour dire quoi simplement, c'est que il est beau, il est même bien que une femme rencontre un fiancé, un époux avec qui elle va construire sa vie, avec qui elle va construire ses biens. Parce que vous allez vous rendre compte que le divorce a pris une ampleur décisive. Je vous le disais l'année passée, j'ai fait une conférence en Côte d'Ivoire sur les divorces et sur le mariage. Et également au Cameroun, les taux de mariage qui vont vers les divorces, où les divorces sont prononcés, vont de plus en plus croissants. Ça montre qu'il y a un vrai problème au niveau du choix de l'époux. Bon, la problématique du choix de l'époux ou encore du choix du conjoint et ou de la conjointe est une problématique d'actualité et qui devient de plus en plus compliquée. Pourquoi? Parce que les leviers sur lesquels on s'appuie sont des leviers capitalistes. Vous pouvez épouser un monsieur qui a beaucoup d'argent aujourd'hui et demain, il perd toute sa fortune, il perd toute sa richesse. Qu'est-ce que vous allez devenir? Voilà. Comme c'est ainsi qu'on expose ces jeunes filles. Les exemples sont légion. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, cette maman est restée dans l'approche beaucoup plus antique, qui voudrait qu'elle prenne sa fille comme son fonds de commerce et que elle se projette. Elle projette son bien-être et le bien-être de ta famille. Parce qu'il faut également le dire, cette femme-là ne parle pas seulement d'elle, elle parle de sa famille. C'est donc pourquoi aujourd'hui, le mariage est devenu la calculatrice. Les gens calculent. Est-ce qu'il va prendre soin de mes frères? Est-ce qu'il prendra soin de mes soeurs? Est-ce qu'il prendra soin de mes parents? Et donc la fille devient donc comme cet objet de manipulation pour atteindre des fins qui ne sont plus des fins dans le cadre de la qualification maritale. Merci professeur pour toutes ces explications. Christine, on vous passe la parole. Hein. C'est également bien parce que vous êtes une dame sur le plateau. Cette affaire vous concerne. C'est une dame, une jeune fille qui est victime. Et c'est à cause d'une autre dame qui est sa maman. Pourquoi certaines mamans elles-mêmes, qui n'ont pas épousé des ministres, hein, qui n'ont pas épousé des DG, et même pas des grands hommes d'affaires, pensent que leur fille
elles doivent ramener des ministres à la maison pour épouser? Bon, je pense que c'est toujours un problème d'éducation. Hein. Comment est-ce que la maman a été éduquée? Est-ce que c'est le bien matériel avec lequel dont on a éduqué la maman en l'inculquant que c'est le bien matériel qui prime sur l'amour et autres? Ça dépend de ça. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire à la jeune dame? C'est compliqué, franchement, c'est compliqué, c'est sa maman. Et moi, je ne peux que demander à cette jeune fille de se rapprocher de sa maman et essayer d'expliquer à sa maman. Sa maman est un peu bloquée au dialogue, hein? Ou tu m'amènes un grand monsieur ou rien. Elle ne va pas vivre la vie de son enfant. Sa fille peut amener... Elle menace même de la maudire si elle s'entête. C'est vrai qu'à moi aussi que j'ai vu la jeune dame, hein? Elle est très jolie. Oui, elle est très jolie. C'est compliqué les familles d'aujourd'hui. C'est compliqué nos mamans qui demandent trop et qui peut-être la maman même n'a même pas fourni grand chose pour l'éducation de son enfant, mais elle en demande trop à sa fille. Elle met le bonheur de sa fille en jeu, c'est pas bon. Et si la maman reste arc-boutée sur sa position, que doit faire la jeune dame? Elle n'a que 26 ans. Elle doit prendre son destin en main. C'est sa vie. Vraiment, c'est triste. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui donnent de tels conseils aux enfants. Mais là, c'est sa vie qui est en jeu. Vous ne pouvez pas demander. Et c'est là où je peux mettre l'amour qu'une maman a envers son enfant. Parce que quand tu as ton enfant, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Tu veux le bien-être. Tu veux le bien-être. Le matériel vient avec tout l'amour et tout ce qu'on a autour de nous, l'amour, la force que nos parents nous donnent. Sa fille même peut la rendre riche. C'est pas toujours un homme. Oui, entre-temps quand même, Christine, gardez le microphone. Vous qui êtes une maman, je présume que vous avez des filles. Alors, lorsque vous avez quand même... je vais éviter le mot investir. Parce que c'est un mot qui peut prêter. Lorsque vous êtes occupé normalement de vos enfants, notamment de vos filles, elles ont fait des bonnes études, elles ont obtenu des licences, des masters, d'autres même le doctorat. Vous vous attendez qu'elles vous amènent quand même un colboxeur à la maison, avec tout le respect que j'ai pour eux? Bon, d'accord. Moi, mon papa m'a appris. Moi, ce qu'on m'a appris, mon éducation, je vais prendre mon exemple, désolé, c'est que le bonheur est au-dessus de tout bien matériel. Et la fille est appelée... On peut avoir le bonheur n'ayant pas de moyens? Attendez. La fille est appelée à aller en mariage. Oui. Et la fille est le bien de sa belle famille. Ça veut dire quoi? Quand tu éduques ta fille, si tu ne veux pas que ta fille, si tu veux que ta fille reste ta richesse, garde-la, ne l'envoie pas en mariage. Parce que quand tu donnes, c'est pourquoi nous sommes en train de perdre toutes nos valeurs. Toutes les traditions, toutes les cérémonies et cérémoniales qu'on fait pendant la dot. C'est pourquoi on sépare la femme, la jeune fille de sa famille, elle va vers une autre famille. Ta fille ici, elle est mariée. Quand on l'a dotée, elle est mariée. Bon, aujourd'hui, on a le mariage civil, mais traditionnellement, le mariage traditionnel prend pour une famille traditionnaliste au-dessus du mariage, de l'acte qu'on va signer à la mairie. Quand tu donnes ta fille en mariage, ce n'est pas mon souhait. Si elle décède, elle ne va pas rentrer avec son corps chez toi. Donc, ça veut dire que le village de son mari devient le sien. Donc, je ne pense pas que... il y a d'abord ça. Il faudrait qu'on remette, on repense le mariage, on rentre dans nos traditions et on comprenne que la fille n'est pas le fond de commerce de sa famille, elle est le fond de commerce de la belle famille. Merci pour ce regard, Christine Ngabokolo. Bernard Owona, vous qui avez déjà eu l'occasion dans la famille à envoyer des filles en mariage au niveau des dots et tout ce qui va avec. Et quel est le regard que vous posez sur ces familles, entre guillemets, hautement matérialistes et surtout ces mamans qui sont très exigeantes envers leurs filles? Est-ce que par moment, elles n'hypothèquent pas l'avenir de leurs filles? En fait, d'abord, je voulais avoir un complément d'information sur la dame et la fille. Oui. Je voulais savoir si la dame est mariée.
Oui, oui, elle est mariée. Et le mari est là. Et le mari est là, mais c'est le genre que le mari n'a pas trop la parole. D'accord. Bon, ce que je veux dire, déjà mes prédécesseurs ont dit quelque chose dessus. Moi, je pense que cette femme est dangereuse comme le Cameroun. Comment ça, le Cameroun est dangereux? Je viens de Pourquoi? vous dire ici que le Cameroun est dangereux. Non, comment ça, le Cameroun est dangereux? Bon, cette femme est donc dangereuse. Voilà, c'est mieux comme ça, on s'arrête là. Voilà, elle est dangereuse parce que lorsque vous êtes autant matérialiste que vous voulez orienter votre fille à ne trouver que des gens qui sont porteurs, comme on les appelle, vous finirez par trouver même un serpent, parce que absolument vous voulez un porteur, vous trouverez un gros sectaire, un homme dangereux qui viendra pourrir la vie de votre fille. L'essentiel de cette affaire, c'est que l'enfant doit être épanoui, l'enfant doit trouver son bonheur, et pour trouver son bonheur, elle-même elle doit s'investir. Moi, je pense qu'à 26 ans, si on est déjà à une troisième tentative, ça fait déjà beaucoup. Je pense que pour qu'elle trouve encore un homme, heureusement, vous avez dit qu'elle est très jolie. Oui, tout à fait. Elle passe sur le marché. Non, elle a des atouts. Elle a des D'accord, atouts. d'accord. Bon, c'est bien pour elle. Et donc, ce que moi, je peux lui dire ce matin, c'est que prochainement, si par extraordinaire, elle a la chance de tomber sur quelqu'un, qu'elle ne s'interroge pas sur ses avoirs immédiatement, qu'elle ne s'interroge pas sur les biens de ce monsieur, qu'elle réfléchisse sur son bonheur, si elle peut faire vie ensemble, si elle peut cheminer avec le monsieur, avec la personne, jusqu'à ce que elle s'engage véritablement à prendre cette personne. Et c'est sa maman la maudit? Je vais y arriver. Voilà. Je voudrais d'abord, je voulais dire un mot sur ça. Non, dès lors qu'elle s'engage elle-même, dès lors qu'elle prend ses responsabilités, qu'elle aille informer ses parents, que maintenant, donc, c'est terminé avec le ping-pong. J'ai décidé de vous présenter celui qui sera mon compagnon pour la vie, indépendamment de vos petits calculs. Donc, du coup, d'abord, la maman doit savoir que sa petite malédiction ne peut pas passer. Parce que quand tu maudis, là, le parent maudit, il y a Dieu, hein. C'est Dieu qui valide ou qui ne valide pas la malédiction. Parce que quand on faisait la catéchèse, on disait que c'est ton père et ta mère qui t'ont créé à travers la puissance que Dieu leur a donnée. Donc ça veut dire que ton père et ta mère sont tes petits dieux. Donc quand la mère veut déjà outrepasser un certain pouvoir, où elle veut déjà nuire au bonheur de son propre enfant, même Dieu peut intervenir pour mettre de l'ordre dans la vie et comprendre la doléance, la demande de cet enfant. Donc je lui demande pas de chercher, d'être ouverte à une prochaine sollicitation, de s'engager et de n'aller voir ses parents que quand elle est convaincue que le monsieur ne peut plus faire marche arrière. Et à partir de cette présentation, il n'y a pas de débat. C'est une information. C'est une information aux parents. Je suis venu vous présenter parfait comme mon partenaire de la vie. Point barre. Maintenant, donc, s'il y a des débats là, vous restez faire des débats, je prends ma personne, on sort et on va organiser notre vie autrement. Le jour qu'on doit demander à la famille de s'organiser pour la dot, comme tu as demandé pour la dot, évidemment qu'on donne la liste de ce qu'il faut pour la dot au monsieur. Monsieur assume la dot et puis il sait où il va aller déposer la dot. Même si le papa est comme il est, c'est le papa qui va recevoir la dot et puis le mariage de l'enfant sera validé. Donc qu'elle fasse attention avec sa maman et qu'elle n'ait pas peur. Cette maman ne peut pas la maudire. Qu'elle n'ait donc pas peur, cette maman ne peut pas la maudire. Nous allons prendre une autre touche pause et on reviendra pour la lecture des messages. À tout de suite pour la suite. Sous le haut patronage du ministre Henri Ehebe Aïssi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, grande élite de la nation et président exécutif du comité de mobilisation des élites et forces vives de la Léké. Tous à Bachenga et Obala, le jeudi 25 juillet 2024, pour vivre la première édition du marathon de la Léké. Maradel, Léké, première édition, Bachenga, Obala. Sous le thème, la course au service de la paix. Marathon pour la paix au Cameroun. Le marathon de la Léké sera l'occasion pour
présenter et vanter les grandes réalisations du président de la République. Chantre de la paix, son excellence Paul Biya. Les grands projets structurants du pont de la Sanaga à Bachenga, à la boucle routière de la Leké en passant par l'échangeur trompette de la ville d'Obala, le campus de l'université d'Ebolova à Monatele, le barrage hydroélectrique de Nachigal à Bachenga, le marathon de la Leké. C'est la participation des athlètes professionnels des forces armées et police et du parc athlétique club du port autonome de Crébi. Infolive 690 59 53 27. Le marathon de la Leké au service de la paix. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Retour sur ce plateau d'espace mini tous les matins 10h 11h52. Nous vous le disions à l'ouverture, l'actualité continue à faire grand bruit au niveau du Cameroun. C'est cet échec massif au baccalauréat 2024. L'on parle de 37% de taux de réussite. Échec record. C'est l'échec le plus élevé ces 25 dernières années à cet examen baccalauréat. Ce matin, la question est celle de savoir à qui la faute et quelles peuvent être les responsabilités à établir lorsque nous sommes face à une telle situation dans un pays qui s'appelle Cameroun. Professeur Noubissi, votre regard de manière générale sur l'échec au baccalauréat de cette année au Cameroun. Merci bien, monsieur Parfait. Je vais dire, en tant qu'enseignant, notre objectif premier, c'est de capitaliser le succès de nos élèves et de nos étudiants. C'est-à-dire que nous ne rêvons jamais qu'un de nos élèves, qu'un de nos apprenants échoue. Bon, l'échec déjà est comme une pilule amère à avaler. J'ai reçu avec cette amertume-là l'échec à l'examen du baccalauréat. Maintenant, quelles sont les responsabilités? Je vais dire d'entrée de jeu que les responsabilités sont partagées. Je vais commencer par les enseignants. Je vais venir après au niveau des enseignants et je vais prendre la société de manière générale. En commençant par les enseignants, quand il y a un taux de réussite aussi bas, la première question qu'on devrait se poser, c'est de savoir est-ce que les enseignants
ont vraiment été à la hauteur de la charge qui est la leur. C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont suffisamment intégré le programme? Est-ce qu'ils ont eu la capacité pédagogique à faire passer l'enseignement? Est-ce qu'ils ont évalué? Parce que normalement, il faut le dire, nous nous inscrivons dans une sphère qui est la nôtre, c'est-à-dire notre activité pédagogique consiste beaucoup plus, comme le disait Boudji et Passeron, d'aller vers les mois nantis. Et c'est ça que servent les différentes évaluations au niveau des lycées, ils en ont 6. Alors, après chaque évaluation, l'enseignant devrait déjà savoir quelle est la catégorie des élèves qui ne comprennent pas le cours. Et son objectif serait d'aller vers ces élèves-là pour voir comment rehausser leur niveau. Et à ce niveau-là, il aura atteint son objectif pédagogique qui est d'aller vers les mondes entiers et de rehausser leur niveau afin qu'ils équivalent ceux qui sont plus avancés. Alors bon, pour dire que cet échec interpelle d'abord les enseignants après. Maintenant, également encore les enseignants. Est-ce que les épreuves qui ont été proposées sont au niveau de l'élève moyen? Parce qu'il va falloir le dire que l'enseignement et l'évaluation n'est pas un champ, n'est pas un ring de boxe. On ne va pas avec... On ramène son niveau de connaissance. On le ramène au niveau de l'élève. Et l'élève qui devient le levier à partir duquel... Il faut dire qu'un examen, ce n'est pas pour piéger les élèves. C'est pourquoi je parle, ce n'est pas un ring de boxe. Ça donc dit quoi? Ça dit, il faut ramener l'épreuve au niveau de l'élève moyen. C'est à partir de l'élève moyen qu'on va essayer de savoir si l'épreuve a respecté les canons qui lui sont alloués. C'est-à-dire de ne pas perturber, de ne pas piéger et de ne pas remettre l'élève en difficulté. Parce que nous évaluons, on dit évalue, on évalue à partir des enseignements qui ont été dispensés. Alors, et dans l'évaluation, l'enseignant s'évalue également. Ça on dit que, est-ce que les épreuves ont été à la hauteur de l'élève moyen? Est-ce que les épreuves n'ont pas été au niveau de l'élève le plus avancé, c'est-à-dire que le plus nanti intellectuellement. Et troisième chose également, toujours au niveau de l'enseignant, est-ce que les enseignants ont respecté la nouvelle approche pédagogique qui consiste à valoriser l'APC, c'est-à-dire l'approche par compétence? Est-ce que c'est cette approche-là qui n'a pas été suffisamment appréhendée par les enseignants et la difficulté est observable? Maintenant, deuxième partenaire, ce sont les apprenants eux-mêmes. Est-ce que quand vous essayez de voir les comportements de nos élèves aujourd'hui et de nos étudiants, est-ce que ces résultats ne reflètent pas ce qu'eux-mêmes ont cherché? Parce que quand nous étions à l'école primaire, on aimait prendre le jour de la remise des bulletins comme le jour de la récolte. Et les maîtres avaient tendance à dire, chacun ne va récolter que ce qu'il a sémé. Bon, l'enseignement, l'école devient comme un champ. Quand vous avez sémé, il faut aller entretenir le champ. Alors, est-ce que nos élèves aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore la motivation que nous avions il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années? Est-ce que quand on les regarde, est-ce qu'ils entrent maintenant dans le bain de ceux qui font les examens? Est-ce qu'ils savent qu'à l'époque, nous bûchions au point de devenir même fous? C'est-à-dire qu'à la fin d'un bûching, tu te faisais ce qu'on appelle le test de folie pour voir si tu n'es pas fou. C'est-à-dire après être passé à côté d'une poubelle, si tu ne t'arrêtes pas pour ramasser un truc dans la poubelle, là tu te rends compte que tu es courant. Est-ce qu'on a encore... Que tu as encore toutes tes capacités mentales. Que tu as encore toutes tes capacités mentales. Est-ce qu'on a ces élèves-là qui travaillent dur, qui travaillent vraiment dur? Est-ce qu'ils ne se sont pas heurtés à leurs propres difficultés? Est-ce que les élèves aujourd'hui n'ont pas d'autre privilège que l'école? Est-ce que les élèves aujourd'hui privilégient vraiment l'école? C'est-à-dire, est-ce que l'école passe avant toute autre chose? Ces élèves d'aujourd'hui, on les voit tous dans les charters. On voit ces élèves aujourd'hui dans le cure. On les voit aujourd'hui dans les substances psychoactives. On les voit également dans les partous. On les voit également ça. C'est ce renvoi qui nous amène à nous poser la question de savoir est-ce que ces élèves-là ont pris conscience de ce que c'est que l'école? L'école, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce que ce n'est pas n'importe qui est appelé à avoir un baccalauréat. C'est là où je vais saluer l'initiative du ministre de l'enseignement secondaire qui a posé un acte de bravoure. Parce qu'il faut saluer quand c'est bon. Moi, j'étais suffisamment meurtri de l'échec, mais enfin également soulagé qu'on puisse conscientiser nos élèves. Parce qu'il faut les conscientiser, qu'ils comprennent que l'école n'est pas chose facile. Lorsqu'on dit je fais l'école, il faut s'auto-motiver. Il faut créer sa motivation. Il faut se donner à fond jusqu'au point d'abandonner. Quand on vous conte l'histoire de Marie Curie, chaque fois qu'elle écrivait sa thèse, on la trouvait évanouie. Pourquoi? Parce que l'école, c'est pas facile.
Moi-même, quand j'écrivais ma thèse doctorat, j'ai un doigt qui est tordu parce que il fallait prendre du début. Et mon petit frère, chaque fois qu'il sortait, revenait le soir me voir assis sur la même place. Et quand j'étais élève, nous partions dans les lycées chaque samedi et chaque mercredi pour apprendre nos leçons. Est-ce qu'on a encore ce qu'on appelle le quartier l'agnac? Est-ce qu'on sent cet agnac-là chez les apprenants? Maintenant, au niveau de la société, est-ce que les parents n'ont pas démissionné de leur fonction régalienne, qui est la fonction d'accompagner les élèves, les apprenants? Est-ce que les enfants sont suffisamment, sont la priorité? Est-ce que l'école des enfants est la priorité des parents? Est-ce que les parents n'ont pas symbolisé l'école sous le prisme de je paie ta pension, je te paye les cahiers, je te paye les fournitures, je te paye les livres et tu continues? Est-ce que les parents ont compris quel est leur propre rôle? Celui d'être là et de veiller. Est-ce que l'enfant va vraiment à l'école? Parce qu'il faut également le dire. Est-ce que quand l'enfant quitte à la maison le matin, qu'il va à l'école, est-ce qu'il va vraiment à l'école? Et prend les cahiers de l'enfant le soir, est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il prend même ses leçons? Et communiquer avec l'établissement pour savoir est-ce qu'on a le même profil, est-ce qu'on a la même attitude, est-ce qu'on a la même appréhension de l'enfant, est-ce que l'enfant s'est vraiment motivé. Bon, pour dire que cet échec, notre responsabilité en tant qu'enseignant est première, mais après, il y a celle des apprenants, il y a également celle de la société, et dans la société également, on va peut-être revenir sur le système d'enseignement. Le gouvernement? Là, je vais revenir peut-être sur le système d'enseignement. Est-ce que le gouvernement a joué sa part de rôle? C'est-à-dire que, est-ce que les enseignants sont mis à l'aise? Est-ce que les conditions de travail, est-ce que les conditions de travail sont améliorées? Est-ce qu'un enseignant qui va dans une salle de classe pour enseigner, est-ce que lorsqu'il entre, il n'entre pas avec ses problèmes du quartier parce qu'il n'a pas les moyens financiers pour résoudre ces problèmes? Est-ce qu'il enseigne avec cette vocation qu'ont eu ceux qui nous ont enseigné? Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte ne fait pas que l'enseignant est déprimé? Professeur, vous pouvez poser cette question jusqu'à demain matin. Hein? Est-ce que l'enseignant n'est pas lui-même en situation de détresse? D'accord. Est-ce que cette détresse-là ne capitalise pas sa perte de motivation? Voilà un ensemble de questions qu'on se doit de se poser pour comprendre cet échec-là qui est larmoyant au niveau national. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai enregistré pratiquement une trentaine, hein, professeur. On peut écrire 5 thèses. Bon, alors, on passe la parole à Bernard. Bernard, moi je veux d'abord m'appesantir vraiment sur le cas des élèves. Et le professeur Novici a posé un point d'honneur à ce niveau. Ces élèves que nous avons véritablement aujourd'hui, est-ce que eux-mêmes ont encore la motivation lorsque nous regardons leur comportement, lorsque nous regardons véritablement leur nouveau, entre guillemets, jeu? Enfin, ici, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le professeur Novici. Je ne voudrais pas fuir votre question, mais moi je voulais plutôt m'appesantir sur le gouvernement qui a échoué. Ah bon? C'est le gouvernement qui a échoué. Donc, chacun choisit son responsable. Le gouvernement a lamentablement échoué. Allez-y Bernard. Le gouvernement a échoué comment? Parce que, sans faire l'apologie de la médiocrité, je pense qu'un gouvernement normal qui tient compte de tout ce qui entoure la préparation, l'organisation des examens avec son bras séculier, l'office du bac, devrait communiquer, devrait prendre les élèves à témoin en début d'année. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que parfois ici, ce n'est pas à 2 semaines de l'examen qu'un ministre vous apprend qu'il n'y aura pas de délibération. C'est un anti-jeu grave. C'est même un manque de respect aux élèves et même aux enseignants. Ce n'est pas à 2 semaines de l'examen que le ministre des enseignements secondaires apprend aux acteurs de l'éducation qu'il n'y aura pas de délibération. C'est pour ça que j'ai commencé. Je disais que je ne fais pas l'apologie de la médiocrité. Mais tous les enfants, quand ils vont en terminale, ils sont allés en terminale avec quelle moyenne? Avec 7, 8, 9. Quand on délibérait l'année précédente. Ils sont donc en terminale. Ils commencent l'année scolaire en septembre. C'est là où il faut leur dire que si vous n'avez pas 10, c'est une motivation supplémentaire quand un élève apprend en septembre que en jeu là, si tu n'as pas 10, tu ne passes pas le bac. C'est une motivation supplémentaire. Le ministre de l'éducation secondaire n'a pas communiqué dessus, a pris une décision unilatérale, dangereuse. Vous voyez que depuis ce matin, j'utilise... Vous aimez trop le danger? Oui, hein? le danger est permanent. Le danger est permanent parce que voici donc un pays où des enfants échouent au bac. En fait, le taux de réussite est de 37,26%. Ce qui m'ennuie ici,
c'est que la plupart de ceux qui nous dirigent, leurs enfants sont à l'étranger. Ah bon? Oui, la plupart de ceux qui nous dirigent, leurs enfants sont dans de prestigieuses écoles, de prestigieux collèges aux États-Unis, à Londres, à Paris et ailleurs. Et les fils des pauvres Camerounais subissent donc le diktat d'une très mauvaise organisation sociale de ce que nous voyons avec notre gouvernement. Parfait, ici, le gouvernement a échoué parce que le gouvernement n'a pas tenu compte des cris de détresse des enseignants qui se sont regroupés dans l'OTS. Parfait, c'est avec l'OTS qu'il n'y a pas eu pour toute l'année. Ces enfants n'ont jamais fréquenté. L'OTS a étranger. Vous pensez qu'il faut dire la vérité? C'est de ça que moi je dis la vérité au ministre de l'enseignement secondaire, que madame le ministre, vous avez lamentablement échoué. Parce que vous n'avez pas tenu compte de ces semaines de grève des enseignants qui revendiquaient leurs droits, qui revendiquaient leurs dû. Et comme disait le professeur tout à l'heure, quel est même cet enseignant sans salaire là qui va bien enseigner? Il aura quelle conscience professionnelle quand lui ne mange pas et quand les ministres mangent bien chez eux et que leurs enfants fréquentent à Londres. Donc, le gouvernement n'a pas donné la chance à nos enfants de fréquenter cette année. Moi, j'aurais même pensé que c'est cette année que le ministre devait tenir compte de la délibération pour qu'on donne un coup de pouce à ces enfants qui n'ont pas eu l'opportunité de bien assimiler les cours parce que au courant de l'année, les enseignants étaient régulièrement en grève. Parfait, ici, quand vous voyez les collèges, les établissements qui sont arrivés en tête, Jean Tari, ouais. vous êtes passé par Jean Tari. Je suis fièrement un ancien produit du collège voilà, Jean Tari. Je comprends pourquoi vous êtes bon. Alors, Jean Tari a fait du 100%. Pourquoi Jean Tari fait du 100%? Vous croyez que c'est l'enfant de tout le monde qui est à Jean Tari? Pas du tout. Bon, le collège de la retraite, où moi je suis passé avec le franquiste, avec Franck Billard. Ah, c'est ton ancien camarade? Oui. Ah, d'accord. Tout à fait. Mais il peut te reconnaître à la télé. Non, j'espère bien que quand les franquistes vont encore avoir une assemblée, ils vont m'appeler. Hein? Alors, le collège de la retraite est dans les 97%. Le collège Vogt. Le collège Vogt est dans les 99%, puisqu'il y a un seul élève qui a échoué au collège Vogt. Sur, je ne sais pas, 300 combien. Donc, je vous ai cité Jean Tabi, collège de la retraite, collège Vogt. Il y a les autres là, les Jésus-Marie, les Saint-Benoît, etc., Fleming, Victor Hugo, Rentiste, Dodza et consorts. Je vous dis d'abord que ce n'est pas les enfants des cacaoculteurs qui vont là-bas, même si le kilo de cacao est devenu à 6200. Donc, là-bas, c'est les enfants des bourses. Et là-bas, quand les ETS grévaient, là-bas, les gens fréquentaient. Parce que, et nous l'avons dit sur ce plateau. Évidemment, moi-même, j'ai été à une émission ici où nous avons dit que, attention, c'est les enfants des pauvres que vous êtes en train de pénaliser. Et on a donc pénalisé les enfants de pauvres qui n'ont pas eu une année scolaire normale, régulière, où les cours n'ont pas été tous dispensés comme cela se devait. Et puis un beau matin, madame le ministre, dans son zèle, et puis dit, eh ben, il y aura pas de libération, c'est 10 sur 20, 10 sur 20, et puis on s'arrête là. Je vous dis que ce n'est pas bien. Vous commencez à nous inquiéter comme ça sérieusement dans ce pays. Avant de passer la parole à la franquiste Christine Ngab-Collor, nous allons d'abord lire les messages. Nous avons eu quelques soucis avec notre messagerie dans notre téléphone dernière génération. Alors, parfait ici, bras de fer MINSEP fait qu'à faute. Résultat, 2 exécutifs. Bras de fer fait qu'à voler. Résultat, bras de fer MINSEP fait qu'envoler, résultat, 2 exécutifs. Bras de fer conçu PCNPS, bras de fer SGP Mine-Justice, et résultat, non-respect des hautes instructions. Bras de fer SGP SNH se soldera certainement par 2 exécutifs. Parfait, tout le problème de notre pays, ce sont les fausses vraies hautes instructions et la lutte des clans. D'un côté, nous avons quelqu'un qui veut finir de placer les siens et déstabiliser le camp d'en face avant le coup de grâce. De l'autre, nous avons certains dirigeants qui ont la possibilité de causer avec le Nongi directement et qui savent que certaines instructions ne viennent pas de lui. Résultat des courses, nous avons ce que nous vivons. Parfait ici, le pays est compliqué. Parfait ici, monsieur Ounaboua, quoi, s'il vous plaît. Monsieur Ouna, ayop. Merci. D'accord. Appelez-moi en off, je vous dirai ce que monsieur Ounaboua. Autre préoccupation ce jour. Bonjour
Aladin ici. Vous me rebaptisez là. Aladin. Le préfet de la modération. Ainsi qu'à ton panel, au moment où vous deviez passer à la dénonciation, Eneo a fait son travail. Je me vois donc obligé d'attendre la rediffusion, vu que le réseau Camtel dérange ces temps-ci. Bonne journée à vous, c'est Bertrand de Marois. Bonjour, espace miné. Toujours fier et très honoré de vous écouter chaque matin. Bon rétablissement à notre précieux Blériot. Si vous êtes choqué des résultats catastrophiques du baccalauréat, imaginez alors ceux du probatoire, qui est un examen plus difficile. Que chacun se prépare déjà psychologiquement, car ce sera sanglant. Pour la dénonciation, que les jeunes filles d'aujourd'hui et qui seront des mamans demain apprennent à leurs futures filles qu'on se construit avec un homme. On n'attend pas de produit fini pour profiter de lui. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Autre message, allons au 242, c'est le Congo qui est connecté. Parfait, nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé au cours de l'année. Dans ce pays, les sous-préfets ont menacé les enseignants. La prime trimestrielle d'un enseignant est de 2500 francs. Celle d'un douanier est de 5000. Voilà dans quelles conditions nous avons eu ce résultat. Partie 2, les mouvements OTS ont fait que les enseignants n'ont pas fini les programmes. Et pour finir, les délaissages, Eneo est le premier responsable de l'échec de nos enfants. Chacun ses responsables, hein? Autre message ce jour. Bonjour, parfait. S'il vous plaît, titularisez-nous, monsieur Owana, sur le plateau d'Espace Miné. Incroyable. On va étudier son dossier. Hein. Mais monsieur Owana peut me coûter trop cher. Alors, autre message. Mon cher Aïssi, bonjour. Ce que Bernard Ouna est en train de dire est très pertinent. En 1976-77, quand Damjoya arrive ministre de l'Éducation nationale, il a fait connaître ses réformes de l'éducation avant les congés de Noël. Tout le monde savait que congé de Pâques, c'est un mois. Note BPC est probatoire inférieure à 7/20. Vous êtes collé pendant 3 ans car vous fatiguez les correcteurs. Probatoire note d'admissibilité à l'oral 8/20. Admissibilité du bac 12/20. Voilà qui a surexcité les élèves, ceux qui ont continué à dormir. Il y a eu des néants partout dans le Cameroun, dont le ministre a surpris les élèves. C'est Monoboulou Yadia qui envoie le message. Allons au plus 33. C'est la France qui est connectée ce matin. Bonjour, parfait, Haïti. Les enfants là veulent le bac pour faire quoi avec les bacs 2008? Vendre le bon François. Ils veulent aller où avec le bac? Tarabissier et Ningenalet. Traduction. Ouais. Il dit il n'y a pas de travail, la vie est dure. Autre message ce matin. Bonjour cher voisin. D'habitude tu es élégant, mais aujourd'hui tu as débloqué un autre niveau. Avec ton affaire de Biden, parle-t-il à Biala? Je n'ai jamais dit ça. Hein. J'ai demandé si Biden parle au RDPC. Les mots ont un sens. Là, j'ai l'impression que tu vas commencer à présenter ton émission hors de Yaoundé. Vu que mes enfants sont encore petits, je dirais que Biden parle au président Tinibou. Pour la dénonciation, la maman veut combler les frustrations de sa jeunesse à travers sa fille. Je connais une fille qui a vécu pratiquement la même chose. Au bout du compte, elle a épousé un faux commissaire de police, aujourd'hui en prison. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour perfecto. J'ai peur pour le monsieur Owana. Le type d'une fundi pourrait nous le déloger. Suivez mon regard. Williams depuis Colomine. Pour dire que je suis né à Yaoundé, je suis un autochtone de Yaoundé. Donc pour me déloger, pour me trouver une destination dans notre village. Allons au plus 7 991. Il s'agit de quel pays là? Alors, mon téléphone dernière génération me dit que c'est la Russie.
La Russie, on est suivi en Russie. Que dit le téléspectateur russe? Bonjour parfait ici, Lotaro, sauce jaune de la modération. Salut à tout le plateau et bon rétablissement à Pierre Blériot. J'aime tout ce que vous faites et très heureux de vous avoir en direct aujourd'hui. Bonne fin d'émission à vous. C'est Freddy depuis la Russie de Poutine. Merci Freddy. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Redonnons à l'éducation toute sa splendeur et sa valeur. Les élèves ne prioritisent plus l'école aujourd'hui. Ils te parlent du cœur, de zocomiel. Les élèves font des gambans et partout. L'école ne les intéresse plus et cette dérive doit changer. Il faut frapper fort pour qu'on se réveille tous. Même le corps enseignant ne se donne plus à 100%. Les parents abandonnent l'éducation aux enfants. Infiltrez le milieu scolaire et vous tomberez de nu en voyant tout ce qui se passe. Quelles sont ces valeurs où un élève jette 8 de moyenne durant l'année en disant que si j'ai 8 à l'examen, je vais passer. Cette vision doit changer et ils doivent se remettre au travail. Pourquoi les écoles telles qu'Ovoct, Liberman et autres gardent le cap à plus de 95% de taux de réussite? Ça ne vous dit rien? Un certain suivi accompagné d'une certaine rigueur s'impose. Madame le ministre, Ayop, allez de l'avant et ensemble redonnons à l'école toute sa splendeur. C'est Serge Demana qui envoie cette préoccupation. Lisons peut-être une dernière préoccupation. Alors le plus 33 s'offre encore à moi, c'est la France. Bonjour le SGPR de la modération qui détient les très très hautes instructions du journalisme dans le 237. C'est compliqué. Concernant la dénonciation, je dirais que cette maman qui est plus dangereuse que le Cameroun est vraiment matérialiste. Est-ce que cette jeune dame peut nous dire si dans sa propre famille il y a un commissaire, un magistrat ou alors un ministre? Pourquoi elle veut que sa fille crée les hommes fortunés? Pour ma part, la fille doit suivre son cœur et épouser l'homme qu'elle aime. Si elle veut toujours suivre les conseils de sa mère, je pense que le 4e prétendant qu'elle doit présenter sera forcément un Bobda. C'est Stéphane du Château Rouge en France et qui nous envoie cette préoccupation. Alors, Christine, au moment où nous parlons justement de cet échec au baccalauréat 2024 au Cameroun, en nous posant la question à qui la faute, il faut également dire que ce même baccalauréat aussi, c'est la première fois que moi j'ai vu ça dans ce pays, où les épreuves se baladaient dans les téléphones, avant même que l'évaluation ait déjà eu lieu. C'est-à-dire que l'examen débute demain lundi. Dans la nuit de dimanche à lundi, dans certains groupes WhatsApp, on partage déjà les épreuves. Mais, Christine, quand je pense à ça, j'ai des torticolis. C'est du jamais vu. Et effectivement, le lendemain, c'est la même épreuve qui vient. Et les élèves commencent à se dire en salle de classe, c'est ça, c'est venu, c'est ça. Bon, je pense que... Est-ce que le président Paul Biya est au courant de cela? Il est le seul à nous dire s'il est au courant. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Mais il faut demander à Franck Biya. C'est son fils et c'est votre leader. En réalité, le problème, c'est vrai que mes copanélistes ont déjà parlé sur le plan de l'État, les responsabilités de l'État, les responsabilités de l'enseignant, les parents aussi d'abord, les parents, parce qu'on va se rendre compte que les enfants de nos jours ont des téléphones. Ouais. Les enfants ont des téléphones et les enfants, il y a la monétisation. On va vous parler des pages Facebook monétisées, et TikTok monétisées. Et donc, attends un peu. Une élève de première terminale a déjà des pages monétisées. Oui. Dans TikTok et ceci, cela. Quand vous parlez de Zoukmiel, ce n'est pas sur TikTok. Zoukmiel, c'est quoi? Oui, il paraît que ce sont les jeunes filles Zoukmiel. Zoukmiel. Moi, je ne connais pas. Voilà, il faut que vous m'expliquiez ce qu'on entend par Zoukmiel. Bon, au lieu de voir ce qu'on entend par identité remarquable, les logarithmes, les ceci, vous parlez de Zoukmiel. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Il y a d'abord ça, les parents. Et puis, il y a le fait que le coût de vie aussi. Les parents ont abandonné l'éducation des enfants à eux-mêmes. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Comme disait le professeur. Et voilà. Ils pensent que le fait d'acheter un téléphone, de donner de l'argent à l'enfant, quand un enfant va à l'école et qu'il connaît déjà
sa page est monétisée, peut-être dans son compte un jour, il trouve les 100 000, 200 000, 300 000. Vous croyez que l'enfant va encore s'intéresser à l'école? Hein? Et puis, puisqu'elle peut faire ses sous, combien elle a les 300 000? 300 000, elle paye encore le temps à aller chercher le savoir pour faire quoi avec? À passer toute une nuit à étudier. Elle passe plutôt toute une nuit à faire un montage. Et à laguer sur les réseaux sociaux. À montrer ses formes. Voilà, ça peut produire. Je pense qu'il y a ça, il y a la responsabilité d'abord des parents. Il y a les parents qui ont abandonné, peut-être aussi par rapport au coût de vie, où le père sort, la mère sort, tous deux reviennent à 22h, 23h, les enfants sont livrés eux-mêmes à la maison. Ils n'ont peut-être même pas ouvert le cahier de toute la soirée. Ils étaient peut-être, soit l'autre est sur la télé, l'autre est sur son téléphone en train de faire ses montages. Et comme vous parlez de télévision, vous arrivez dans une maison en soirée autour de 19h, 20h, toute la maison est calme. Vous pensez d'abord qu'il y a un deuil? Non, on est concentré sur les séries télévisées, novelas, ainsi de suite, et on regarde ça en famille, parents et enfants. Or, le parent, au lieu de demander à son enfant, va apprendre, parce que l'enfant, normalement, un enfant, quand il rentre de l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bain, il mange, il se repose. Et il se relève là vers 19h pour étudier. Est-ce que c'est ce qui se passe? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que les parents ont mis l'éducation de côté et ils sont sortis tous dehors, tous deux dehors, à la recherche de l'argent, pensant que c'est seulement ça qui était important pour la famille. Or, leur progéniture, ils ont laissé leur progéniture livrée à eux-mêmes. Et voilà, c'est pourquoi on a tout ce désastre-là. Très bien, merci Christine. Je vais encore me retourner vers le professeur, le psychosociologue. Professeur, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une inversion des valeurs au Cameroun? Qui sont ceux que nous présentons maintenant à nos petits frères, à nos enfants, comme modèles? Est-ce que ce sont encore les enseignants d'université, du lycée que nous présentons à nos enfants comme modèles, ou alors c'est une autre catégorie d'individus que nous présentons à nos enfants comme modèles? Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Dans un monde ultra-capitaliste, qui est notre monde aujourd'hui, les valeurs, l'école, est-ce que l'école a encore la capacité à se mouvoir, à se développer et à s'imposer en gardant l'étiquette de la valeur? On a l'impression que l'école est devenue pour certains un passe-temps, parce que ceux qui ont fait l'école, que sont-ils devenus? C'est la question que les gens se posent au quartier. Mais quand on veut créer la motivation chez ces apprenants, en tant qu'enseignant, moi je veux leur dire de garder haute la motivation. Mais dans le contexte actuel, moi-même, qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme huluberlus, comme insulte, quand je n'étais pas intégré? Il a fallu beaucoup d'énergie et beaucoup de prières. Avec ton doctorat là, voilà. Voilà qui est avec nous, non? On tape les commentaires ici au quartier. Mets ton doctorat sur au comptoir, on boit avec. Ça c'est la réalité. C'est la réalité. Bon, pour dire qu'à un moment donné, les valeurs sont purement capitalistes. Celui qui a l'argent a de la valeur. Toi qui as le savoir, qui as l'intelligence, si tu ne capitalises pas cette valeur-là, ton intelligence et ton savoir, tu deviens ridicule. Alors moi, je profite de votre plateau pour faire passer un message. J'aimerais parler à nos enfants, à nos cadets, à nos frères et à nos sœurs. Quoi qu'il arrive, allons à l'école. Quoi qu'il arrive, allons à l'école. Même si le binôme école-emploi est en train d'échouer, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle orientation d'un nouveau binôme école créatrice d'emploi. C'est-à-dire que l'école avant donnait de l'emploi. Maintenant, la professionnalisation des enseignements voudrait que on peut avoir la chance que après avoir fini l'école, l'école vous donne de l'emploi à partir de vos diplômes. Mais il faut avoir la capacité de créer de l'emploi. C'est là où nous sommes. Maintenant, de manière simple, qu'est-ce que je vais dire? Il va falloir que les gens aillent à l'école. Il va falloir que les gens aient les diplômes pour qu'on n'assiste plus à ce désastre qu'on a observé pendant le recrutement dans la gendarmerie. On a exclu pratiquement 1314 recrues du fait qu'ils n'avaient pas de faux diplômes. Parce qu'ils avaient de faux diplômes. Bon, pour dire que faites d'abord l'école. Ayez d'abord les diplômes. Et je peux vous le dire avec la main sur le cœur, c'est que tous mes étudiants, tous les étudiants que j'ai eu depuis 20 années d'enseignement, qui ont été assidus, qui ont été disciplinés, qui se sont donnés à fond. Moi, je suis très heureux de les voir dans des
très grands postes dans les entreprises publiques et privées et dans les ONG. Mais il y a une autre catégorie d'élèves et d'étudiants qui vont à l'école pour la présenterie, qui vont à l'école pour autre chose. Cette catégorie-là, ça ne me surprend pas de les voir en train de pratiquer autre métier qui dévalorise l'école. Bon, pour dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, nous devons activer, motiver nos enfants à aller à l'école. Maintenant, vous avez demandé le rôle du gouvernement. Que doit faire le gouvernement? Le gouvernement doit créer une autre source de motivation. Le gouvernement doit créer la source de motivation. On a, je prends le cas de l'université, on a à l'université des bourses de l'excellence. Oui. Moi, j'aurais voulu que ces bourses de l'excellence-là soient peut-être pour les premiers et vraiment les méritants. Mais nous comprenons la politisation qu'il va falloir que notre ministre soit dans l'embarras. Il donne à tout le monde. C'est-à-dire que même celui qui a dit de moi lui donne la bourse. Mais il va falloir que le gouvernement donne des possibilités. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit que l'école normale, quand vous y entrez, l'école normale qui avait la réputation d'être l'école de ceux qui ne sont pas suffisamment nantis. Aujourd'hui, l'école normale n'intègre plus. Le CUST également n'intègre plus. Quand ces écoles n'intègrent plus, les élèves peuvent se lâcher. Vous confirmez que l'école normale n'intègre plus? Le processus actuel, c'est que quand vous êtes à l'école normale, vous n'êtes pas sûr qu'après être sorti de là, avec votre diplôme, vous serez immédiatement intégré. Il y aura un concours d'intégration après. Bon, pour dire que l'intégration n'est plus immédiate comme ce fut le cas dans les années antérieures. Bon, pour dire c'est une réalité. Ça peut créer la démotivation. Et les parents doivent remotiver leurs enfants en leur disant, quand tu vas à l'école, j'ai suivi un reportage qui m'a donné un peu beaucoup plus d'éclat. Quand une femme va à l'école, d'abord, elle va apprendre à lire et à écrire. Si on lui donne le médicament pour l'enfant, elle doit d'abord lire et savoir quels sont les effets indésirables. Est-ce que l'enfant... Bon, l'école, qu'on le veuille ou que l'école restera. Il va falloir la faire, il va falloir y aller, il va falloir se motiver pour avoir les diplômes porteurs. Qu'est-ce qu'un diplôme porteur? C'est le diplôme qui est centré sur la méritocratie. Est-ce qu'on a mérité? Je vais rejoindre M. Oda tout à l'heure en lui disant, je partage ce qu'il a dit, mais en partie, parce que l'élève doit d'abord savoir qu'on réussit avec 10. Il n'est écrit nulle part que en deçà de 10, on réussit. Bon, l'élève qui va à l'école, que le ministre l'ait dit ou pas, il doit savoir que j'ai réussi avec 10 sur 20, au moins 10 sur 20. Et nous autres, on a une chance terrible. Quand j'entre à l'université entre 97 et 98, on avait le système d'UV. Il fallait valider toutes les UV. Et quand il ne fallait pas moduler, c'est-à-dire que vous deviez, chaque fois que l'enseignant entre en salle, vous vous donniez l'idée, l'objectif de moins avoir 10 sur 20. Quand on ne validait pas, vous revenez au rattrapage, jusqu'à ce que vous ayez 10 sur 20 pour avancer. Bon, il faut peut-être refonder et reformer le système. Merci, afin que tout le monde trouve la motivation, que les enseignants aient des conditions un peu plus améliorées, que les élèves sachent que l'école, un jour, payera. Et même si ça ne paye pas, ils peuvent créer eux-mêmes de l'emploi à partir de l'école. Merci pour ces mots qui galvanisent encore les apprenants. Bonjour, monsieur Aïssil. Au niveau des élèves au Cameroun est bas. Que madame le ministre aille de l'avant. Les élèves savent qu'ils vont réussir avec 7,5. Mieux vaut avoir ce genre de résultats que de remplir les universités des cancres sans niveau depuis qu'ils sont dilués avec la rigueur au probatoire. Regardez nos universités qui sont saturées. Pourtant, avant, c'était un privilège. Bon courage à madame le ministre. Autre message ce matin. Bonjour. Alors, je ne sais pas pourquoi le message veut s'enfuir. Je le rattrape. Je dirais que le problème est que l'éducation est à stagner, d'une part, et d'autre part, les parents court après l'argent et oublie l'essentiel. Ainsi, aujourd'hui, pour que ton enfant ait un bon suivi, il faut mettre les moyens en jeu et se tourner vers les collèges car les lycées, c'est la jungle entre groupes sex shilling, drogue, promesses de mort, enseignants. Madame le ministre devrait revoir son approche et réajuster l'éducation secondaire, redonner de la valeur aux enseignants et sans salaire, etc. C'est Issa Junior depuis Douala qui envoie la préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour, parfait Haïti. Très belle émission. La dame est... bon, il faut laisser la dame tranquille. Hein.
Moi, je respecte les dames. Alors, bonjour, moi c'est Moussa, depuis Yaoundé. Au fait, à propos du sujet, je pense que la faute revient aux élèves, car nous constatons vraiment que si l'OBC ne prenait pas ce genre de décision, nous devons jamais savoir que nos frères comptent uniquement sur les délibérations. Autre message ce jour, alors, que dit le téléspectateur? Bonjour, monsieur Parfait ici, et bonjour également à tout votre panel de ce lundi. Je tiens tout d'abord à commencer par vous féliciter personnellement d'une part pour la qualité de travail de journaliste que vous abattez au quotidien, puisque vos sujets d'analyse reposent toujours sur des préoccupations d'ordre général ou sociaux, et d'autre part pour le respect de la déontologie journalistique que vous imposez par votre style vestimentaire et par le recadrement de vos panélistes en ce qui concerne les résultats. Bon. Je dis merci aux téléspectateurs. Le même téléspectateur continue donc en disant, en ce qui concerne ces résultats catastrophiques au baccalauréat, je tiens à dire que la responsabilité se situe sur une dimension tridimensionnelle. L'État est le principal responsable à 50% parce qu'il est le seul à pouvoir régulariser toutes ces dérives que nous avons au Minesec depuis l'arrivée du professeur Pauline Nalova-Lyonga, où chaque année, nous avons en moyenne 2 enseignants qui sont tués chaque année par les élèves. Et les parents sont responsables à 25% dans le sens où ils ont laissé aux enfants le libertinage social et même dans la cybercriminalité. Et enfin, 25% chez les élèves, puisqu'ils ont eu tout le temps requis pour aller restituer le peu d'enseignement qu'ils ont eu à recevoir auprès de leurs différents enseignants. Mais plutôt, la jeunesse actuelle est préoccupée par l'oisiveté et les égarements des réseaux sociaux tout le long de l'année. Yvan Landry, l'ingénieur géotechnicien, depuis le département d'Union Esso, car j'ai vu déjà le Mfundio. C'est par ces mots de notre ingénieur que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. Je finis en disant merci à un enseignant que j'avais connu au collège Jean Tabi. Il s'appelle Alain Betty. Monsieur Alain Betty, il m'avait dit un jour, en classe de seconde, il était en train de me tirer les oreilles parce que je commençais à me prendre comme une star au collège Antabi. J'étais le président du conseil général des élèves, j'étais le présentateur attitré de toutes les cérémonies à l'établissement, les kermesses et tout ce qu'il y avait comme cérémonie. J'avais commencé à le faire en classe de 4e. Alors qu'il y avait à mes aînés de seconde, mais c'est moi, l'élève de 4e, qui présentait les cérémonies au collège. Je passe sur le contrôle de mes camarades qui me regardent. Alain Betty, le professeur, constate donc que je me prends déjà trop la tête. Et mes notes commençaient à subir des petits coups. Il est venu, après m'avoir bien savonné, en classe 1, j'étais très humilié et j'étais le chef de classe. Il finit donc en disant, Monsieur Aïssi, faites bien l'école et l'école vous fera du bien. Monsieur Aïssi, faites bien l'école et l'école vous fera du bien. Je n'ai jamais oublié ça. Merci au professeur Alain Betty. Merci également à Christine Ngabokolo qui était là ce matin. Elle est franquiste dans l'âme. Bernard Orona, très apprécié de plus en plus des téléspectateurs et les journalistes, mais également homme politique du RDPC. Notre frère et ami, le professeur Claude Noubissi est venu encore nous offrir gratuitement son expertise ce matin. Nous lui disons infiniment merci. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 7 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez également nos pages Facebook à votre gauche, naturellement. Vous avez la page de notre consultant, Pierre Bluriot Niemek officiel. À votre droite, vous avez votre page, la page Parfait Aïssi officiel. Ce sont les seules pages Facebook qui font foi pour avoir toutes les informations sur vos humbles serviteurs. Abonnez-vous massivement et vous ne regretterez pas. Mais une question avec tout ceci.